Concomba, la fête, c'est la période des fêtes. Le Depont-Nidak s'annonce la fête des Inam. C'est une fête partagée par les peuples Bassar et Concomba, vous savez, qui se célèbrent en alternance chaque année. Cette année-ci, les Concomba accueillent, l'autre année, les Bassar accueillent. Cette année, ça se déroulera à rester avec nous et vous saurez où Depont se célébrera cette année. Merci donc d'être avec nous. Nous sommes avec un fils du milieu, un digne fils du milieu, Massemba Simon Kata. Monsieur Kata, qui a choisi de perpétuer le savoir de chez lui, qui a perpétué de faire passer l'héritage culturel ancestral de chez lui et de la plus belle des manières, la source orale africaine. Elle peut vite mourir et on sait qu'elle meurt vite. Il a écrit donc la genèse de toutes choses, c'est son recueil de contes Concomba, des contes du Togo, pour édifier et pour éduquer les enfants togolais. Merci d'être avec nous ce matin. On découvrira le peuple Concomba, on découvrira l'auteur et puis on rigolera beaucoup aussi. Merci d'être avec nous et bonjour. Si Martin me permet de souffler, je soufflerai pour aller m'asseoir. Mais si Martin ne me permet pas de souffler, je ne soufflerai point, mais je m'asseoirai quand même. Et je dirais, ok, super, cool. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, Martin voulait nous faire perdre une minute, la minute perdue, mais bon, c'est comme tu veux. Hein. Comme on est de retour, moi, je suis en train de vous parler, j'ai le regard tourné ailleurs. Toutes mes excuses, chers téléspectateurs. Je suis là, on est là. Je dis bonjour à la bande de ce samedi. Bonjour d'abord au garçon, au seul garde de la basse-cour de ce jour dans la bande. Comment il va, Lionel? Lionel va bien? Ça va. Bon, moi, je vais toujours bien. Je vais toujours bien. Le jour où je vous dirai, je ne fais pas bien, c'est que c'est gâté. Et voyons. Mais je vais bien, je vais super. Comme un poisson dans l'eau. Dans de l'eau bénite. À précision. Ah, tu peux voir. Ça va, super. Jennifer? Oui, bonjour. Ça va bien? Très bien. Jennifer va bien aussi. Je vais super bien également. Et puis, Yawavi, Yawavi, si chopé. Oui. Comment tu vas? Je vais très bien, Yawavi madame. va bien aussi. Super. Alors, chacun a une tâche aujourd'hui dans la découverte que nous allons faire de ce peuple-là, des Concomba. Chacun a une tâche précise et particulière. Ensemble avec vos voix, on va dire bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Kata. Bonjour, madame. Le micro. Bonjour, Lise. Vous allez bien? Ah, ça va bien. Et vous? Ça va, ça va. Ça fait un moment. Ouh, ça va bien. Alors, votre livre qu'on découvre aujourd'hui, qui nous sert de prétexte pour faire une incursion dans la culture Concomba, votre livre est le livre qui a inauguré la série des livres du mois instaurés par le ministère de la Communication, des médias et de la culture. C'était le livre du mois de septembre 2024. Oui, on aurait pu voir des images où vous étiez là avec... mais sinon, on va décortiquer ce livre-là qui renferme en gros combien de contes? 35. 35 contes. Ouais, 35 contes. 35, 30. Et puis c'est des contes, quand on lit, on se retrouve, on se dit finalement, oui, c'est vrai, vous avez mis les contes Concomba et puis après vous avez mis les contes du Togo. On aurait pu mettre les contes d'Afrique aussi. Oui. Parce qu'en fait, c'est les mêmes trames, trous, et pour après aboutir à des leçons de morale. Quand on était jeune, c'est pas vous là. Quand... Dans le temps. Dans les temps anciens, au temps de nos grands-parents. Dans l'Antiquité. Si tu préfères même au paléolithique. Oui, on racontait bien d'histoires avec des Vigolotoué, des Kokwananze, des... Voilà. Je me rappelle de la danse, Subunka, Subunka. J'ai un peu une bonne mémoire. Exécute-le comme moi. Non, je veux Qui en a parlé? Comment chantiez?
Subunka, Subunka, un truc du genre. J'ai une fois lu, ça fait tellement longtemps, hein, comme je suis de l'ancienne école. Marco. L'apparence est trompeuse. Tu dis l'apparence est trompeuse. Ouais. J'ai une apparence jeune. Tu as une apparence jeune. Oui. Mais en fait, Voilà, je suis c'est vieux un dans la- dinosaure. Ouais. À l'ère du précambrien. Exactement. Allez, super, super. Oui, Martin, si on peut souffler avec la minute perdue, on revient, on va vous faire découvrir tout ce dont on a parlé là, la culture, la langue, etc., etc., etc. Et puis l'auteur, et puis on plonge, on va faire une plongée dans le livre, la genèse de toutes choses. À tout de suite. Non? Bon, si c'est pas prêt, on continue. Non, laisse tomber. Si c'est pas prêt, c'est bon. Alors, on veut découvrir les concombats. Les concombats, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Il me souvient que c'est au C1. On parle souvent des éléments venus de l'Est, les éléments venus de l'Ouest. Ou bien, il vous souvient, ben vous, vos souvenirs doivent être plus frais que les miens par rapport à ça. C1, C2, allô? Qu'est-ce que vous... Les éléments venus de l'Est. Eux ont cité le concombat, le roi concombat, tout ça, non? Tout ça, on les citait tous. Mais madame, ça date. Ça date. Ça date. Là, si vous vous dites ça date, moi je dirais quoi? Bon, t'as dit que c'est ça, quoi. Ça date. Allez, qui sont les concombats? D'où viennent-ils? On les découvre avec Léonel. Allez, merci. Un réel plaisir, encore une fois, de faire quartier avec vous et de vous présenter, justement, ce peuple combat. Qui sont-ils réellement et où on peut les retrouver? Alors, les Kokomba ou les Likpakpan, leur nom en langue propre, sont un groupe ethnique d'Afrique de l'Ouest, principalement présent au nord du Togo et au nord-est du Ghana. Pour dire Donc qu'ils ça sont... fait au nord-ouest du Togo Oui, et au nord-est du Ghana. En fait, c'est un seul peuple qui était là. Oui. Et un matin, le blanc dit conflant de Berlin. Et puis, Tracer il a les frontières. déposé la carte d'Afrique ici sur le truc comme un gâteau. Et puis, il a pris et puis dit... Désormais, vous êtes de ce côté. Donc, vos douches, vos toilettes sont du côté Ghana. Votre chambre et la chambre à coucher et la cour, c'est du côté Togo. La cuisine. Et la cuisine, voilà, c'est comme ça que le blanc, il a scindé. Sinon, c'était les mêmes groupes de peuplades. Et donc, c'est la zone dans laquelle on retrouve les concombats au Togo, ça. Justement, merci à Martin de nous avoir donné les images. Et les Kokomba sont un peuple agriculteur, éleveur, très attaché à leur tradition, leur langue. Le Likpakpan, désolé si je coche un peu le nom. Hein. Non, comment on dit bonjour à Likpakpan? Bonjour à Likpakpan, Ndopoa. Ndopoa. Attends, c'est la même chose que le Bassa? Oui. En fait, c'est... Je ne sais pas comment c'est arrivé qu'on parle d'ethnie Bassa et Concomba. En fait, c'est le même peuple. Et cet émiettement-là, bon, peut-être que c'est pour... C'est nous qui n'avons pas su construire notre propre histoire, comme les Africains, tous les Africains d'ailleurs. Sinon, c'est le même peuple. Donc, quand on dit Concomba, on dit Bassa. Bassa, en fait. Donc, comment on dit bonjour en Bassa, là, c'est comme ça on dit bonjour à Concomba. Oui. Quand vous voulez, il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de nuance. C'est la même langue. C'est la même langue. Et c'est la même... Les variations sont plutôt du côté clanique. Donc, vous allez même retrouver des langues Concomba et Bassa qui sont très, très proches. De la même façon, il y a aussi des langues Concomba qui sont... C'est quoi? C'est une variation vraiment très riche. Et donc, c'est un peu... Donc, on dit bonjour, comment vous avez dit? Ndopoa. Ndopoa. C'est ça. Et on répond comme... La on répond à la fia. La fia. Ndopoa, les amis. La fia. Ndopoa, mais. C'est universel. Comme vous êtes nombreux, Ndopoa, mais. Oh, le pluriel. Le pluriel. Ndopoa, mais. La fia. On ne dit pas la famille, la fia, mais non. C'est à la fia, on dit bien c'est la fia. La fia. La fia. Oh, à la fia. Les deux, ça marche. À la fia. C'est la fia, même sous. Mais à la fia, c'est beaucoup plus thème. Kabier, Sokodé. Bon, je ne sais pas, je me dis que c'est plutôt là qu'on dit. Il y en a à la fia. Mais la fia et la fier, c'est la fier, c'est Moba. La fia, c'est. Je pense que Tchokosi aussi, un peu Tchokosi. Ok, alors, donc leur langue, Likpakpan, donc le Likpakpan, c'est le Bassa et c'est le Concomba. Oui. Super. Et comme vient de préciser l'auteur, justement, ils sont riches
dans une culture orale avec des contes, des proverbes, des chants et des danses, comme tout peuple d'ailleurs, Oui. qui a sa Tout richesse. peuple qui se respecte en Afrique. Ouais, naturellement, on se respecte. Ouais. Leur société est organisée autour de chefferies lignagères et non des rois ou de grands chefs centralisés. Non, lignagère, c'est-à-dire C'est-à-dire, en français oui, facile? pour une lignée, quand une lignée a la chefferie, c'est-à-dire que ça dépend de cette lignée-là, de garder la chefferie jusqu'à qu'on aille quoi. C'est-à-dire qu'on Jusqu'à suppose Istan. que on est chez Concomba ici, Oui, que voici la reine mère. Donc, c'est les enfants de la cour qui héritent. Quand la reine mère part, ou bien c'est le fils de la reine. C'est-à-dire que ça Oui, est dans le clan. oui, dans le clan. C'est la Justement, dans même le clan. famille. C'est beaucoup un peu partout comme ça. Hein. Il n'y a que dans certaines zones où on doit élire. Mais je pense que c'est voilà, c'est Oui. beaucoup lignagère dans bien de zones d'Afrique. Alors, on va justement aller où on peut trouver les concombats. Oui. Et comme je l'avais dit haut, on peut retrouver les concombats au Togo, principalement dans la région des savanes, surtout dans les préfectures de Loti Sud et de la Kwendial. On les retrouve aussi dans certaines zones rurales de la région de la Kara. Oui, ils sont plus. La Bassar, c'est dans Kara. Non? Oui, la, Bah, la région de la Kara. Euh, Bah, ça, au fait, bon, la coïncidence a voulu que ce soit les mêmes peuples, presque, à plus de 70% qui sont, ils sont dans la préfecture de Bassa. Ce sont des Bassa, majoritairement, une forte majorité. Et pareil à Dankben aussi. ok. Ce sont les concombats, en Donc, majorité. quand il y a la fête, Ouais. ils descendent Voilà, tout cela. d'Ankpen Ouais. ici ou bien Voilà. ou Si- c'est tournant. Dankpen aussi c'est accueille tournant. des fois la fête. Voilà, c'est ok. tournant. Cette année, c'est à Bassa que ça se fait. Ok. Et l'année prochaine, ce sera à À Dankben. Dankben. Oui, à Guingamp. Justement. Alors, mis à part le Togo, on peut aussi les retrouver au Ghana, comme la carte l'a si bien montré. Je Il pense paraît que qu'ils sont nombreux au Ghana. Hein, qui Oui. sont, Oui, oui. ils sont Très vraiment nombreux. très nombreux. Peut-être même plus nombreux au Ghana. oui. Hein, Plus, ils sont plus, complètement plus nombreux au Ghana. Moins Est-ce que c'est 10 fois. Est-ce que c'est eux les Dagomba aussi? Non, Non. les Dagomba, non. C'est différent. C'est différent. Ah, comme c'est C'est- Gomba Gomba là, on va dire. Ils sont, regardez les au Ghana. Ouais, ils sont nombreux. Je pense Ouais, que merci comment ils pour les sont. images. L'orange là, c'est au Togo. Oui. Où est leur masse au Ghana? Oh, c'est le vert qui est Le envahi. vert, ils sont complètement. Il y a, plus il y a- il y a certains qui disent qu'ils approchent le million ou le million 500 oui, oui, au Ghana. au Ghana. Wow. Ils sont très nombreux. Parce que là, la comparaison, Ouais, elle se voit. Hein. ouais. C'est ouh. Bah ouais, super. Et ils sont aussi peut-être au Burkina Faso, non? Oui, Ou bien au montant Bénin, un je sais petit peu. Donc, pour le Ghana, ils sont nombreux dans la région du Nord, en particulier dans les districts de Saboba, Echereponi et Yendi. Bien. On les retrouve aussi dans la région de Loti, depuis de nouvelles délimitations régionales. Et justement, parler des nouvelles délimitations régionales, on fera référence voilà, La à conférence de Berlin, où on a dû tracer les choses sans notre avis. Traçons seulement. Alors, on va justement aller avec la culture des concombats. Ils ont une bonne organisation sociale. Et la société concomba est lignagère et égalitaire, comme je l'avais dit. Elle est fondée sur les clans, les familles étendues, dirigées par des chefs de lignage. C'est-à-dire qu'on avait expliqué ça déjà, que si, pardon, comme vous êtes la reine-mère, C'est la lignée un qui- exemple, c'est la là, lignée ouais, qui- vous êtes... Je suis la reine mère. Pourquoi tu précises qu'il y a un exemple? Bon. J'aime mal aujourd'hui d'être seul. reine-mère. Je voulais être La avec reine-mère. monsieur Loa, qui allait bien m'épauler, mais il n'est pas là aujourd'hui. Peut-être Pourquoi une petite lui, demain? nuance, Oui, c'est dites-moi. il faut le dire clairement, c'est un peuple, c'est très patriarcal, hein. C'est pas les hommes seulement. ouais. Bon, pas seulement Les les hommes, masses. hein. La société s'organise autour du vieux, Onunkpel, le sage. On l'appelle comment? Onunkpel. Unungpel. Ouais, Onunkpel, c'est le vieux, ça. C'est Donc, Jean Togbe. oui, Togbe, c'est des gens. Unungpel. Donc, en fait, c'est toutes les valeurs du clan se retrouvent autour de lui. Et c'est lui. C'est pas comme si c'était peut-être chez le royaume Akan où c'est la reine mère qui est la reine de tout. Ouais. Donc, non. Ici, c'est autour de Unungpel. Onunkpele, non, c'est ça. Il y Les a amis, le oh, prêtre oui. aussi. Unungpel, c'est genre le vieux de la maison. Ouais. Ou bien c'est le roi. Au fait, c'est L'ancien. comme il a dit, comme c'est clanique. Onunkpele, on comprend, on sous-entend que c'est celui qui coiffe. Ok. Donc, ça a des niveaux, à des degrés.
Non, il y a différents. Oh, non, Bon, il y a différence. Il y a une petite différence, une nuance. Ok. Et voilà, parlant de Onlekwe, c'est précisé ici que c'est l'ancien ou les anciens qui dirigent. Et pas de roi ou chef centralisé traditionnellement. Chaque clan est autonome. C'est vrai? Oui. Ouais. D'une certaine façon. Ça, c'est l'histoire que nous avons, ou bien ce que nous avons fait comme remarque, l'étude anthropologique, sociologique, ethnologique qui a pu... Même peut-être... je ne sais pas si on peut en discuter, parce que si on voit tous les peuples d'Afrique de l'Ouest, et principalement au Togo, c'est des immigrés, c'est des peuples, c'est des fugitifs au fait, quoi. C'est comme si c'était... la guerre, ou alors ou bien ils cherchaient des meilleures terres pour cultiver. Et donc, quand les gens arrivent, c'est un peu comme quand les Blancs, les Occidentaux sont allés créer les États-Unis d'Amérique. Ils sont arrivés, chacun était dans son agenda, dans sa ferme. Et à un moment donné, puisqu'il n'y a pas eu d'autres facteurs externes qui sont venus les bousculer, donc ils ont fini par se constituer. Donc, cette étude qui dit, par exemple, que les peuples étaient juste des clans et chaque clan était autonome, moi, que ce soit Konkomba, Evé, et Kabié, ou quoi, moi, je n'adhère pas très bien à Est-ce que dans la pratique, c'est autrement? Dans la pratique, je pense que si on remonte dans l'histoire, dans un passé lointain, ces peuples-là avaient forcément un roi, un chef suprême, un roi. Et si pour le savoir, il faut aller étudier un peu l'histoire du Burkina Faso. Parce que c'est des paragruments, hein, on ne va pas se cacher, et ils viennent, leurs proches, le lieu avant lequel ils ont séjourné, peut-être... on peut dire que c'est le Burkina Faso, hein. C'est le Burkina Faso, non, c'est les éléments venus du Nord. Les éléments venus du Nord. Et donc, vous remarquerez que quand vous étudiez l'histoire du Burkina Faso, il y avait les peuples, les Mossi, et les autres peuples environnants. Ils ont fait quoi? Chacun avait son roi, Et à un moment donné, tous ces rois de ces peuples se sont réunis et ils ont fait une sorte de royauté tournante. Par exemple, le roi Mossi décède. Bon, la royauté part dans l'autre peuple, dans l'autre ethnie, carrément, quoi. Donc, c'était une royauté tournante et comme ça, les gens vivaient en paix en Afrique. Bon, imaginez que ces peuples-là, pour une raison ou une autre, ont immigré vers le Togo, vers plus le golfe de Guinée. Et donc, ils arrivent, ils s'installent, ils ne se sont pas encore constitués quand le colon arrive. Ce que l'état des lieux, c'est que les gens ne sont pas constitués en royauté. Parce qu'en fait, ils ont fui une certaine... Ils ont fait quelque chose. Leur roi est resté quelque part, qu'ils le reconnaissent. Mais ils sont arrivés, ils se sont même pas encore socialement organisés. Oui, peut-être que les anthropologues diront qu'il faut un certain temps pour qu'un peuple se reconstitue. Avec toute la structure sociale nécessaire. Quand vous voyez, par exemple, le Burkina Faso, on parle du roi Ouagadougou. C'est un puissant roi qui s'est opposé aux Blancs, aux colons. Après, les colons sont revenus à la charge avec une violence inouïe et ils ont chassé le roi en question. Mais le roi a migré vers le Ghana, vers le nord du Ghana, ou peut-être vers le nord du Togo. Quand on dit vers le nord du Ghana, certainement, peut-être c'est le Togo. C'est pareil, oui. C'est pareil. Donc, ce genre de migration-là, ils ne viennent pas en paix. Donc, ils ne sont pas venus avec tout ce que ils devaient avoir comme architecture sociale et tout et tout. Si, par exemple, le roi quitte là-bas et qui décide de venir s'installer au Togo, c'est le roi qui vient avec ses sujets. Mais quand c'est une débandade, quand c'est un événement qui contraint les gens à partir, c'est la clé chacun cherche. Et quand on arrive sur les lieux, il faut survivre d'abord. Et entre-temps, on est en train de survivre. On est partagé en clans et tout ça. Et le colon arrive encore pour coloniser les gens. Donc, il y a des perturbations qui ont fait que la plupart des peuples africains on a raconté des histoires assez péjoratives. Il n'y avait pas des grands ils ne sont rois pas organisés, ils n'ont pas une histoire. Ce n'est pas, c'est un faux problème. Donc,
quand on le dit comme ça, c'est les livres qui le disent. Ça veut dire qu'il faut qu'un autre livre vienne contredire cela. Je ne peux que m'aligner sur ce qu'il dit. Oui, bien sûr. En attendant que, bon, si ça peut susciter quelque chose. L'explication est claire quand même. Oui. Il y a de fortes chances que ce soit comme ça parce que, bon, on ne peut pas être là sans organisation sociale en l'air. Mais tout le monde se reconnaît. Hein? Même chez les animaux, on sait que c'est le lion qui dirige. Même les termites ont leur... La fourmi même. Ils ont leur... Les abeilles ont quelqu'un. Ce n'est pas les humains qui devraient rester sans organisation sociale majeure. Et une autre preuve, c'est que quand vous posez la question, les gens sont éparpillés, hein, très loin dans la brousse à quelque part. Le colon se promène, il trouve quelqu'un loin dans la forêt, il demande, mais qui es-tu? Tu es de quelle ethnie? Il dit par exemple, je suis Concomba. Il va de l'autre bout du territoire, il demande, la personne dit la même chose. Mais si on est vraiment dessoudé, si on est vraiment éparpillé et chacun avec sa chose, on ne doit pas s'identifier soi-même, non. On doit pas. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Chez moi. Je crée ma propre langue, je crée mon ethnie et puis je donne aux Blancs. Mais tous se reconnaissent comme je suis. Mais ce n'est pas comme si c'est sur 1 ou 2 kilomètres. C'est des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et quelquefois, au-delà des frontières. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous avons raté. C'est clair. Alors oui, parlant d'organisation sociale. Voilà, pour parler de l'organisation sociale, comme je venais de le dire, pour parler de cette direction ou encore de... Donc dire que vous disiez que ce n'était pas centralisé, que chaque clan était organisé à sa manière, mais il n'y avait pas un chef d'orchestre pour tout ça. Et comme on a déjà parlé de la langue, qui est le Likmankwan, qui est une langue uighur, c'est une langue traditionnelle et qui émane d'une tradition orale transmise par les contes, les chants et les proverbes. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça, on ne transmet plus ce savoir-là. Oh, il faut aller au village voir. Il y en a qui perpétuent et puis il y en a quand même qui gardent toujours un peu. Il y en a qui gardent un peu. J'ai posé une question à des élèves qui me disaient, lui, il a peur d'aller au village. Oui, il y a plein de personnes qui ont peur d'aller au village. Mais il n'y a rien au village, hein, c'est juste les imaginations qu'on se fait dans la tête. Yo, reste ici pour bavader. Alors, leur activité principale, il y a l'agriculture, l'élevage et l'artisanat. Ouais. Mais pour parler de l'agriculture, ils cultivent le mil, le maïs, les ignames et de l'arachide. Je pense que c'est tout fait, hein. Une bonne sauce d'arachide avec des ignames. Voilà. Bon. Je pense que l'auteur, voilà, pas seulement secouer la tête, s'il vous plaît. Après... Sauce d'arachide en vue. Voilà. Et pour l'élevage, ils élèvent des volailles, des chèvres et des bovins. Et ils sont de grands artisans, surtout dans la poterie, la vannerie et les objets en fer. Pour ce qui concerne leurs activités. Il y a du fer à Bangeli. Oui, le fer il y a du fer à Bangeli, donc forcément, ils doivent être artisans du fer. Après des fêtes et les rituels, ils célèbrent... Bon, il y a une célébration qui est liée à la saison agricole. Des danses traditionnelles avec des tambours et des flûtes, comme on le voit d'habitude, pour célébrer. Il y a toutefois un instrument traditionnel qu'on utilise. Pour eux, c'est la flûte et les tambours. Avec des rituels pour marquer une naissance, une initiation, un mariage ou encore un décès. Et je suis venu au sein d'un clan ou d'une lignée. La religion. Avant de continuer, si Martin peut nous laisser écouter un peu. Merci à Martin. Martin, on peut? Ça doit être lors d'une célébration. Ça, c'est au Ghana, ça. C'est au Ghana, ça? Certainement. Mais les sons se retrouvent, hein. Là, c'est le table. Oui. C'est bon. Mais c'est peut-être la danse qui change. Ouais. Moi, je danserais bien Kamou sur ce son. C'est le même son, là. Je ne sais pas, alors? Oui. Monsieur mon caméraman, c'est le même son, non? Ça ressemble à Kamou, non? Hein? Pratiquement, non? C'est seulement la danse qui change. Moi, il faudrait ça. Je fais mon Kamou dessus. Maintenant, qu'est-ce qui différencie le Kamou de ce que j'entends là? Comment on appelle ça déjà? Knachum. Knachum, oui. Knachum. Oui. Knachum, là, c'est... En fait, c'est... Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. C'est
littéralement, moi, je comprends ça comme la danse du bœuf. La danse du bœuf. Oui, la danse du bœuf. C'est, comme il a dit tantôt, c'est un peuple éleveur, agriculteur. Et le bœuf est la pièce maîtresse de leur de l'élevage là-bas. de l'élevage. Donc, cette danse-là, c'est la danse Kinachum, la danse du bœuf. Vous allez voir que il y a d'autres scènes que vous allez remarquer peut-être. Il y a des cornes de bœuf sur la tête, les chapeaux en cornes de bœuf là. Oui, oui, bien sûr. C'est la danse du bœuf. Et le bœuf symbolise la richesse aussi. Donc, quand il y a le bœuf, il y a les cornes, et il y a aussi les coris. Il y a les coris. Les coris, c'est des signes de richesse pour les Africains. Donc, ce que vous avez, comme vous tantôt? c'est un signe de richesse. Vous disiez quoi? Oh, mais il sait que je suis prédestiné à un grand destin. Donc, c'est ça aussi, c'est le culte du Le chapeau là, je souffrez de ma richesse, souffrez. Le chapeau en corne de bœuf et de coris là, j'en ai. Oui. Je l'aurais pour mon Kenya, c'est ça que j'aurais porté aujourd'hui. De grandes cornes et puis avec des coris dessous. Et donc, ma folle, là. Et donc c'est pour faire un peu la nuance. Si vous voyez, ça c'est la danse du bœuf, n'est-ce pas? Je disais tantôt. Et c'est la caste peut-être des agriculteurs, éleveurs. Et ça c'est qui font cette danse-là. Oui, ce sont des signes extérieurs de agriculteurs, éleveurs. Mais si vous prenez par exemple Tebol, la danse du feu. Tebol, la danse du feu par exemple, ça c'est la caste des forgerons. Puisqu'on et ce qu'on fait comme danse, on met en exergue tout ce qui est fer, feu. C'est les deux, le feu, le fer. La maîtrise du feu, la maîtrise du fer. Non, les concombats aussi dansent Tebol. Danse Tebol. Est-ce que Tebol, c'est Teban chez nous, au fait? Ça veut dire quoi? Teban, c'est la danse. Teban, c'est ce qu'on. Quelquefois, on peut cesser de jouer et puis on danse à la ligne. Individuellement, chacun fait sa prestation. Il y a des démons solo, quoi. Solo. Oui, je ne sais pas si on je ne sais pas si. Est-ce qu'on a des démons solo pour voir des tic-bang? Et c'est dans le feu aussi, bien non? Non, ça, c'est pas dans le feu. C'est pas comme si la caste des agriculteurs ne peut pas faire, par exemple, la danse des forgerons. Parce que c'est la maîtrise du feu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne maîtrisent pas le feu. Ils maîtrisent le feu. Parce que moi, il y a un aîné qui m'a dit en tout temps que ce qu'on fait au niveau de Tebol, en tout temps aussi, lui, quand il était jeune, on l'avait initié à une pratique où il peut faire une combinaison de poudre et autres là. Il se passe sur la main et il peut mettre sa main là dans le feu comme ça. Et ça ne va pas lui brûler. Et tout ça, ces choses-là, bon, je ne sais pas si ça existe encore. C'est des secrets. Comme ça, tout le monde met ça, il n'y aura plus d'incendie. On met les choses. Il y a incendie, vous sortez vivant de là. Non, mais c'est vaccin anti-incendie, ça. Si les Blancs avaient cette formule, ils auraient fait vaccin anti-incendie. Claire. Est-ce qu'on peut initier un étranger à ça et puis ça peut marcher? Non, je demande seulement. Ah, ben, s'il faut. Bon, peut-être que c'est un couvent et c'est ceux-là qui sont initiés qui pourront vous il va séjourner dans un couvent jusqu'à devenir vraiment. Peut-être vous sortez, vous n'allez plus être vous en tant que ce que vous étiez. Vous de chez vous. Vous de chez vous. En tant que vous de chez vous. Vous serez vous d'Antwerp ou bien vous Concomba. Je vais quand même pratiquer les voilà, c'est mieux. Là, il n'y a pas couvent ou bien. Pour montrer quelque chose à ma belle famille. Ma future belle famille. Voilà. Déclaration d'amour en direct. Nous les célibataires, on a pêché sur terre. On attend. Alors, donc, globalement, donc, il y a Tebol chez vous aussi qui s'appelle Teban. Et donc, c'est des fêtes, les danses, c'est fonction de la caste. C'est une caste, non? Oui. Voilà. Donc là, oui. Donc, c'est la caste des agriculteurs et autres qui célèbrent, qui dansent comme ça. Et la caste des forgerons. Ils font la danse du feu. Ok. D'accord.
You may continue, please. Vous ne lirez pas ça quelque part. Hein? Oui, C'est la mon pratique. analyse, Ok. ma recherche, quand je lis et quand j'observe, c'est ce que Vous avez vu. j'ai pu Voilà. identifier. Et quand vous voyez, par exemple, les Bassars appellent les Konkomba Boumouatib. Boumouatib, ça veut dire c'est les gens qui sont proches du fleuve. C'est une situation géographique. Ce n'est pas comme si Et c'était une ethnie. Tototo, et Tototo. Ce nom Boumouatib, là, aucun autre peuple ne sait que c'est comme ça, les Bassars appellent Les les Konkomba Konkomba. Boumouatib. Ça n'apparaît nulle part. À part Entre hein, vous, entre à nous, pas avoir fait et l'expérience de peut-être la quelqu'un zone. qui est venu faire l'étude. Donc, vous comprenez qu'on ne peut que... Voilà. Les gens du sud, les gens du nord, ou les gens proche du fleuve et tout ça. C'est ça. Super. Ah, c'est les chapeaux dont on parle là, ça. Voilà. Ça. Oh, j'ai ce chapeau. Moi qui ai 2 matin. Hein. Comme ça, vous auriez évalué mon poids crois et que ma ça va. puissance, ma richesse À fortunale. l'université de Cara, certainement. Oui. On le fils ici. Hein. Alors, pour parler des croyances traditionnelles, ils sont un peu d'une religion animiste et ancestrale, voilà, qui honore un culte aux ancêtres, aux esprits protecteurs du clan, la vénération de divinités reliées à la nature, aux eaux, aux arbres, Au feu. oui, et aussi aux pierres, pour n'en citer que ceux. Et pour parler des figures religieuses et à les prêtres traditionnels appelés pour les sacrifices et les divinations, pour les soins spirituels, quand quelqu'un est peut-être atteint d'une maladie, et il faut que ces prêtres traditionnels puissent intervenir, que ça puisse passer. Les ancêtres de fin qui sont consultés pour certains rituels. Pour la divination. Beaucoup. Oui. Il y a aussi le christianisme et l'islam. Et c'est depuis le XXe siècle, à ce que j'ai comme information, que la présence d'une croissance de chrétiens, catholiques, protestants et évangéliques. Il y a aussi une minorité de musulmans qui existe surtout dans la zone frontalière. Et beaucoup aussi pratiquent un syncrétisme qui est une association Ça, des c'est rites. dans toutes les zones, dans toutes les Oui. communautés. Ouais. Voilà. Et pour parler encore plus loin, on va juste parler des fêtes traditionnelles et mythes fondateurs chez les Konkomba. Je pense que je vais devoir développer ce mythe traditionnel. On va finir par le mythe puisqu'on va parler on parle de contes de légende et de mythes. Alors, fête traditionnelle, Oui. on a parlé de Tbol qui se célèbre entre eux et quoi d'autre? Voilà, à part le football, il y a le Limpangpang Day, qui est une journée consacrée, voilà, à la langue Konkomba. Je pense que quand on parle de Limpangpang Day, c'est plus axé sur ceux qui sont au Ghana. Ouais. Oui, parce que c'est le une D, connotation, c'est une on mouvance. s'imagine que... Oui. Voilà, C'est une qui célébration, oui. a un but de valoriser la langue et la culture Konkomba. Ok. Je pense que si toutes les cultures, hein, tous les clans... On va avoir un D. Oui. T'as bien D. Oui, bon, au Bénin, il y a Vodou Et Day. ben D. Au Bénin, il y a Applaudis. Vodou Day. Alors, comme activité, il y a les danses traditionnelles, comme le Kinanchu, comme il venait de le dire. Et il y a la poésie orale, les contes, les discours en Limpangpang. Donc, d'où la promotion de cette langue et la présentation des plats traditionnels, les habits et les Pause. Les plats traditionnels, quels sont les menus phares chez vous? Bon, foufou, sauce d'igname, d'accord. Ouais. Ça, c'est une évidence. Mais sinon, qu'est-ce Ce qu'on appelle aussi wasawasa. Je sais pas Ah si oui, vous oui, bien connaissez. sûr. C'est le couscous d'igname, non? Oui. La tête d'igname, Oui, moi, ça va ça. oui. Vous connaissez? Elles Zéro. sont jeunes, elles sont jeunes. La nourriture on n'a en pas vend rien à nommé voir ici. avec jeunesse. Hein. On en vend Il ici. y en a. Aujourd'hui, même les jeunes entrepreneurs en font en Oui. conditionné déjà. Le wasawasa, c'est comme du couscous. Oui, mais fait à base d'igname. Et tebeta aussi, on est souvent, Oui. je crois. Je me rappelle aussi quand j'étais petit, nous on appelle ça une yunchap. Vous avez retrouvé ça dans le recueil de contes, mais c'est un mélange de le mil, ce qu'on appelle petit mil, le mil, le sésame et le sel et autres. Donc on fait un mélange d'un composé alimentaire juste pour consommer. Ça aussi, c'est Donc très c'est en riche. farine, c'est la en farine de scie qu'on On- délaye dans oui. l'eau ou bien on Voilà. met au feu. On peut mettre ça dans l'eau, on peut délayer. Simplement ou Et bien dans- on prépare ça au feu. On peut préparer, griller, rôti au fait, griller ça un peu au feu et puis on mange. Ça aussi c'est intéressant. Et bien Ok. d'autres.
comme je ne suis pas un spécialiste de l'art culinaire, donc... Ça se fait voir. Le garçon qui était loin de la cuisine chez maman, il est là, on l'a attrapé ce matin. On l'a bien attrapé même. Oui. Alors, pour parler de cette fête, elle est souvent organisée chaque année dans une ville importante où vivent les Kokomba, naturellement, et c'est aussi logique. Peut-être soit au Togo ou au Ghana. Oui, les Pampandé, là. Oui, oui. D'accord. Et le plus souvent, comme les statistiques le montrent, ils sont plus nombreux au Ghana qu'au Togo. Mm. Et donc, on va finir avec le petit conte, ce petit mythe fondateur de ce peuple-là. Bon, selon la tradition orale des Konkomba, au commencement, les ancêtres des Konkomba ils vivaient en harmonie avec des terres, avec la terre plutôt, et les esprits. Un grand chasseur nommé Nanu, désolé si j'écorche un peu le nom, je ne suis pas de là. L'homme de la source aurait été guidé par des esprits vers une terre fertile au bord d'un fleuve sacré. Il y planta une lance, symbole de paix et d'ancrage. Dans cette terre naquirent les premiers clans Konkomba. Ils vécurent en respectant les rituels de la nature, avec pour mission de garder l'équilibre entre l'homme visible, entre le monde visible et le monde invisible. Alors, ce mythe souligne le lien spirituel et sacré avec la terre, la valeur de l'autonomie clanique et l'importance des ancêtres et l'esprit de la nature. C'est ça. C'est un peu... il y a une petite histoire comme ça derrière. Et puis quand on lit votre ouvrage, un peu on voit... il y a le fil. Hein. Oui. Il y a un certain fil. Donc comment la hyène... elle a fui pour rester dans la brousse. Il a retranscrit ça ici. Alors, c'est quelle date? À quelle date c'est le Pontre 2025? Oh oui, c'est déjà... Où est voilà? Non, nous sommes dans la semaine. C'est cette... Oui, je pense cette année c'est à Bassa, donc oui. L'apothéose sera à Bassa. Donc ce matin, ce samedi-là. Today même. Parce que c'est qu'il y a la foire... Oui. Là, il y a une foire, vous savez qu'ils font, la foire de Pontre-Ndak qui s'est ouverte depuis le 26 août dernier. Et l'apothéose doit être... C'est aujourd'hui le 7 ou bien c'est demain? Oui, c'est le 6. Donc c'est la fête aujourd'hui. C'est le premier samedi de chaque mois de septembre. Du mois de septembre. C'est ça, c'est la fête chez eux. Donc après l'émission... On va à Bassa. D'accord, on atterrit directement. Atterrissage, à Bassa. Les aviations, c'est possible. Ou bien, oui. C'est ça. Allez, bonne fête à tous ceux qui peuvent peut-être actuellement nous suivre à Bassa. Si vous n'êtes pas encore sur le terrain, pour la fête, bonne fête des Ignames, très très belle fête des Ignames. Ça fait bien, belle fête des Ignames, on va dire ça comme ça. Belle célébration de Pontre-Ndak. Vous n'êtes pas allé au village pour célébrer. Comme on est à Lomé, on va faire... Vous avez créé une ambassade de Bassa, juste pour la célébration. Comment vous trouvez l'idée? Puisque aujourd'hui, ils vont valider l'igname. Donc, aujourd'hui, on peut consommer du fou et puis de la sauce d'arachide. Katalekio. Oui, ils me disent quoi? On va aller, non? Mon caméraman me met d'accord. Il dit, lui-même, il est parti déjà. D'accord. Et donc, la grande foire de Pontre-Ndak, elle se poursuit, elle, jusqu'à demain. Demain, 7 septembre, elle était ouverte, cette foire, depuis le 26 août dernier. Aujourd'hui, c'est la fête, donc c'est le dernier, le week-end de fête chez eux, en pays Bassa et Konkomba. Très, très belle célébration à vous. Martin, oui, je veux qu'on souffle un peu. Et on revient, maintenant qu'on a planté le décor de ce peuple-là, on va mieux découvrir l'auteur qui s'est mis sur lui, s'est donné pour tâche de faire découvrir sa tradition et surtout de la faire découvrir et de la préserver de la manière dont on la transmettait avant. C'est oral. Il traduit l'oral en écrit à travers des contes. On va se lire des contes aujourd'hui ici. Vous allez replonger en enfance. Je vais lui demander, Bissedroulo, qu'on dit au sud Togo, maintenant en pays Konkomba, quand on doit compter, quel est le mot que l'on lance, quel est le slogan, on apprendra ça tout de suite. On souffle, on revient, et puis Jennifer nous présente
l'auteur. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Allez, on va jouer avec vous. 3 petites questions, ok? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On peut y aller? Oui. Super. Alors, première question. Combien de cahiers peut-on mettre dans un sac vide pour qu'il ne le soit plus? Rien. On ne met rien. Pourquoi? Sans cahier, le sac est vide. Même si on dit rien là, c'est vide aussi. Pourquoi? Aucun quoi? Cahier. Aucun cahier. Pourquoi? Puisqu'on veut que le sac soit vide. Non, c'est pas ça ma question. Réécoutez la question. Combien de cahiers peut-on mettre dans un sac vide pour que le sac ne le soit plus? Aucune idée. 0. Pourquoi? Le sac est déjà vide. Mais moi, je voudrais que le sac ne soit plus vide. Donc, combien de cahiers on peut mettre dans un sac vide pour que ce sac-là ne le soit plus, pour que ce sac ne soit plus vide? Déjà, un cahier, ce n'est plus vide. Donc un seul cahier. Voilà, c'est le minimum. Si on met un cahier dedans, Un cahier, ce n'est plus vide. voilà. Allez, deuxième question. Dans un embouteillage monstre, combien je mets de temps pour parcourir 1 heure? On peut mettre 30 minutes. Pour parcourir 1 heure, pourquoi? Bon. Lorsqu'il y a l'embouteillage, la circulation, tu ne peux pas aller vite. Dans l'embouteillage, combien je vais mettre de temps pour parcourir 1 heure? 1 heure là, c'est quoi? 1 heure, c'est le temps. Donc combien je vais mettre de temps pour parcourir 1 heure? Je mets 1 heure. 1 heure. Pourquoi? Parce que le temps est déjà estimé, donc c'est évident que ce soit 1 heure. 60 minutes. Pourquoi? 1 heure égale à 60 minutes. Ah, il faut juste me dire qu'il faut 1 heure, non? Pourquoi vous convertissez mon 1 heure en 60 minutes? Non, 60 minutes égale à Je sais. 1 heure. 1 heure, c'est déjà un temps. C'est pas la guerre, c'est ça la bonne réponse. 1 heure, c'est déjà le temps. C'est ça, c'est la bonne réponse, c'est bon. Allez, troisième et dernière question. Dans une pièce, il y a 4 coins. Dans chaque coin est placé un tabouret. Et devant chaque tabouret, il y a 3 tabourets. Combien y a-t-il de tabourets dans la pièce? Il y a 16 tabourets. Pourquoi? Parce qu'on dit devant le tabouret, il y a 3 tabourets. J'ai associé les 3 là, plus le 1 qui était. Ça fait 4. Et j'ai multiplié par 4 coins pour avoir 16 tabourets. 16. Pourquoi? Les 3 qui sont devant, avec 3 fois 4, ça fait 12, plus les 4 dans chaque coin. Donc ça fait 16. 16. Pourquoi 16? Parce que on a 4 coins. Donc, si on a 4 coins, on a en même temps 4 tabourets dans chaque coin. Donc, 4 fois 4, ça fait 16. 16 tabourets. Pourquoi 16? Je fais 4 fois 4, ça fait 16. Parce qu'il y a déjà un tabouret et devant ce tabouret, il y a 3 encore. Donc dans chaque coin, il doit y avoir 4 tabourets. Donc je fais 4 fois 4, ça fait 16. Mais je n'ai pas dit que devant chaque tabouret, il y a 3 autres tabourets. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit devant chaque tabouret, il y a 3 tabourets. Devant, Chaque tabouret, oui. il y a 3 tabourets. Donc, combien de tabourets on a dans la pièce? C'est que 16 là, c'est faux quoi. Oui, ok. Donc, on a 4 tabourets. Admettons qu'il y a un tabouret ici. Devant ce tabouret, on verra 1, 2, 3 tabourets. Les autres tabourets. Ok, ils font face à ceci. Voilà. Ah, d'accord. Donc, en somme, on a combien de On a tabourets? 4. Si je suis devant ce tabouret et que je vois 3 tabourets devant ce tabouret. Ça fait 6. Puisque devant chaque tabouret, il y a 3 tabourets. Bon, on va faire la scène. Et là, on va filmer. Hein. Venons devant ce tabouret. C'est le tabouret, ça. Oui. On voit combien de tabourets devant ce tabouret? 3, Ok, on est dans la même pièce, non? bien sûr. Venons devant ce tabouret. On est devant ce tabouret. Ou bien, Oui.
On voit combien de tabourets devant ce tabouret? 3. 3. Oui. En définitive, on a combien de tabourets dans la salle? 3 tabourets. Bon, revenons à ce tabouret. On est devant ce tabouret, non? Oui. On voit combien de tabourets devant nous? 3 tabourets. Ok, revenons à ce tabouret. On voit combien de tabourets devant nous? 3. Revenez là, revenez là. On est parti devant combien de tabourets? Je suppose que quand on est devant, on voit 3. Ça veut dire que le quatrième est caché. Reprenez, oui. Je suppose que quand on est dans l'angle, Oui. il y a 3 tabourets qui se font voir. Le quatrième est caché. Voilà. Donc en définitive, on a combien de tabourets? En plus des 3 qu'on voit. Ça fait 4. C'est ce que je demande depuis. Revenez dire ça devant la caméra. Ça fait combien? Ça fait 4 tabourets. Oh my God. Oh, j'aime ce jeu. Devant chaque tabouret qu'on a déjà mis, il y a 3 tabourets. Oh! Hein? C'est quoi? Il y a 4 tabourets. Mais si! Il y a 4 tabourets. Comment vous êtes arrivé à 4? Parce que, bon, si nous sommes dans ce coin, on voit 3 tabourets dans les autres coins. Il y a 4 tabourets. Malheureusement, vous avez... Allez, merci beaucoup. Pas de quoi. Bonne journée. Merci. Bienvenue, Wezon. Il y a des gens qui sont partis très loin. On va leur souhaiter la bienvenue. Miawezon. Merci à vous qui avez trouvé 16 tabourets. Et pas de commentaires là où on dit ces questions-là, comme on me voit en route. Passez-moi. Et puis, merci à... Non, mais l'autre qui justifiait que... Non, mais si on va ici... était convaincu. Non, il essaie de convaincre quoi, qu'il a raison. Convaincu même, c'est petit. 16. Mais après, il s'est dit, ok, d'accord. C'est des questions pièges. C'est ça, le cerveau, il capte que ce qu'il veut capter rapidement. Lui-même, si on n'est pas vigilant, on pense que c'est l'information principale. Combien de temps je prends pour parcourir une heure? Quelqu'un dit 30 minutes, genre. C'est toujours un piège, là. C'est toujours le piège. Merci, Daniel. Coucou à toi et à toute ta famille. Merci à Éléonore également. Et merci à tous les amis qui se prêtent au jeu quand les caméras de l'Bala circulent pour vous coller pour la minute perdue. Super. Merci à tous ceux qui nous envoient de gentils messages. Voilà, oui. Les jolis masques Bassar, on en avait à la maison. Mon grand frère avait enseigné à Guérenkouka. Super. Ok. Jolie flèche Bassar également au Pays des Forgerons. Merci, bisous. On vous embrasse également. Merci à tous les téléspectateurs. Oui, oui, ça me rappelle de très beaux souvenirs à Bassar. Cerveau, est-ce que tu y es? Oui, voilà vos messages. Super, merci de rester avec nous et de faire l'émission avec nous. Nous avons au plateau l'auteur de La jeunesse de toutes choses, les contes Concomba, M. Massemba Simon Kata, pour parler donc de la culture Concomba. Et puisqu'il veut préserver cette culture et cette tradition, il a consigné dans ce recueil de nouvelles pour édifier les jeunes et les moins jeunes également. On va découvrir l'auteur à présent. Hein. On va découvrir qui est Massemba Simon Kata, l'auteur de ce livre-là. Ce matin, Jennifer, you have the floor, please. C'est ça, on dit en cabier facile. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour le plateau. Eh bien, aujourd'hui, on a la chance d'avoir M. Simon Massemba Kata. Eh bien, M. Simon est né le 31 décembre 1990 à Nandouta, dans la préfecture de Dampeng, au nord-ouest du Togo. M. Simon est un passionné de contes africains, de légendes, d'expériences racontées par les jeunes et par les plus vieux, depuis son jeune âge. Alors, arrivé au lycée, M. Simon décide de transcrire tout ce qu'il a écouté par avant. Les contes, les légendes qui ont nourri son enfance. Donc, M. Simon décide de le retranscrire pour pouvoir que nous aussi, nous ayons à profiter de ce que lui, il a vécu. Voilà. Donc, à travers son ouvrage La jeunesse de toutes choses, publié en 2024,
il nous retranscrit un récit. Il nous invite à réfléchir sur nos racines, nos repères et la place de la tradition dans le monde. Mais il y a à savoir que M. Simon n'est pas littéraire de formation, mais c'est un gestionnaire de ressources humaines dans une société de la place. Mais son amour fort pour la littérature l'a amené à nous partager son monde et les contes qu'on combat. Bonjour, M. Simon. Bonjour, madame. Merci pour la présentation. Je vous en prie. J'espère que je vous ai fait honneur. Ah oui, c'est un honneur, vraiment, un grand honneur. Et le livre dont vous parlez, vous avez dit que depuis qu'il était au lycée, oui, il a commencé par écrire. C'est depuis le lycée que vous avez commencé par mettre sur papier ces contes ou bien c'est d'autres ouvrages peut-être en perspective? C'est ça. C'est depuis le lycée, en période de vacances, et tout ça, que j'ai commencé, j'ai transcrit. À la main, j'écrivais à la main, dans un cahier de 200 pages, j'écris conte après conte. Les contes qu'on vous racontait? Oui, oui. Vous avez fait le lycée, vous étiez au village ou bien vous étiez déjà sorti du cadre? J'étais déjà sorti du village. Mais, bon, nous, quand on finit les cours, on retourne au village se ressourcer. C'est toujours comme ça. Okay. On va pour chercher les vivres, l'igname et tout ça. Mais vous avez grandi un peu au village? Oui. J'ai fait le cours primaire au village et le reste, je fais à Kara. Mais vous reveniez souvent? Oui, je revenais toujours. Ce n'est pas possible. C'est ça, là, c'est retour aux sources. On n'est pas déconnecté, on est attaché. Et qui vous racontait, vous, les histoires? C'est pas comme si c'était commandé. C'est la société qui le faisait. Et c'était la soirée de retour du champ, autour peut-être de l'arachide, en train de décortiquer ou égrener le maïs. Ou quelquefois, quand on n'a rien à faire et que on ne veut pas se coucher, parce que se coucher aussi très tôt, c'est trop. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de télé, donc c'est notre télé. Voilà, on a joué nous-mêmes. Et donc quelqu'un racontait, les anciens racontaient les anciens, les vieux, on racontait toujours. Ça se disait toujours, les contes. Donc. Allez, dites-moi, quel est le mot? Quel est le mot d'ordre que l'on lance? Oui. C'est un peu comme chez vous aussi. C'est Dati. Ah, et puis on répond Daya. Daya. Oui, ça je connais, parce que pour aller, il y a souvent des spectacles de contes. Oui. Il y a Al-Sidi et autres quand ils vont, oui. Dati, Daya. J'ai mis Cédrolo et Druneva. C'est la version Bassar et Concomba de... Voilà. Oui. Dati, Daya. Dati, Daya. Dans la préface de votre livre fait par Dr Aïe Haïté, j'ai bien lu une partie que je veux partager avec nous. Aussi, Simbo Masemba enseigne-t-il des exemples d'obéissance, l'obéissance aux parents, aux aînés, à l'autorité, la discrétion. Attendez, est-ce que c'est là-bas? C'est là. J'ai marqué. Hein. Oui. Aussi, Masemba enseigne-t-il des exemples d'obéissance, l'obéissance aux parents, aux aînés, à l'autorité, la discrétion, la droiture, la sincérité, le respect des secrets et des interdits, le dévouement pour une cause juste. Par contre, il révoque les modèles de conduite négative dans la droite ligne de quelques précurseurs dans la littérature africaine tels que Boubou Ama, Bernard Dadier, Abdoulaye Sadji et Léopold Sédar Senghor, qui ont ouvert l'univers animalier à la connaissance de nombreux écoliers. La genèse de toute chose est un vivier de principes moraux qui, sans exagérer les appréhensions, tend vers une forme d'explication de l'univers. J'aime bien. C'est un peu l'essence de tous les contes que nous écoutons, les contes qui ont bercé notre enfance. Et puis, oui, c'est un peu tout ça. Et on va dire Dati Daya, pour que je vous conte une belle petite histoire. Est-ce que c'est Dati Makwa Dati mais avant, le temps que tu ne trouves l'histoire, j'aimerais savoir, parmi tous les contes, lequel vous préférez? Lequel? Les 35. Voilà, lequel c'est... Ça a dû le marquer, lequel qui l'a marqué enfant et puis qui reste en lui. Bon, lequel c'est le tout premier, puisque c'est lui que j'ai pris pour donner à tout le recueil.
Oui, en fait, c'est ça le titre, la jeunesse de toutes choses. Oui. C'est le titre du premier conte. Oui, c'est le titre du premier. Ok. Pourquoi? Parce que c'est un peu... Quand ça débute par un enfant qui part dans son innocence, dans sa petite innocence d'enfant, hein, va provoquer quelque chose. La création, peut-être... Allez, on va plutôt écouter. Que moi, je vous conte un conte que j'ai sélectionné. Je préfère que l'on commence ça par le début, par la genèse de toute chose. La reine-mère. C'est lui qui va, c'est pas moi, c'est lui qui va raconter ça. Hein. Ouais, bon, la reine ne parle pas trop. Simon, Oui. pardon. Compte qui t'a marqué là, il faut le compter ça. Comme on compte, il faut te mettre dans la peau du compteur au village. Et nous, on va être tout de suite. Ouais, Comme on va être des petits Simon là. Des petits Masséba. Et puis on va écouter. Dati Daya va dire, Allez, à vous, prenez votre livre, Dati Daya, et comptez-nous le livre. Chers téléspectateurs, séance compte rien que pour vous. Mais c'est long, hein? Au clair de lui. Oui, c'est ce compte, c'est pas faux qu'il est un peu. Mais on va l'écouter, non? Ou bien? Comptez-le nous là. La jeunesse de toutes choses, ça fait quand même. Mais on ne va pas tout lire. Les spectateurs n'ont pas venir acheter le livre. Aussi. le secret se cache toujours. Allô, Dati. Ouais. Dati, alors. Daya. La jeunesse de toutes choses. Jadis, il fut un temps où tout allait bien. À cette époque, pour manger, par exemple, on n'avait pas besoin d'aller par 4 chemins. L'eau était pure et disponible partout, et personne ne se demandait d'où elle sortait. Il n'y avait rien qui venait du ciel. D'ailleurs, l'on ignorait à quoi ressemblait le ciel. Une chose était pourtant sûre. Le ciel n'avait rien de semblable à ce qu'on voit aujourd'hui, mais l'histoire ici racontée s'est déroulée dans une phase de transition très difficile entre ce que nous voyons aujourd'hui et ce qui était. Nul ne savait de quelle famille sortait le petit Mabi. On savait seulement qu'il avait une grand-mère très âgée. Il aimait beaucoup l'aventure. Chaque jour, dès le lever du soleil, il allait s'amuser dans le sable fin situé à quelques mètres du grand chemin qui bornait la cour de sa grand-mère. Ce matin encore, il était allé comme d'habitude pour s'amuser. Par là passaient les femmes qui allaient au marché. Il fit de la place au groupe de femmes. Celle-ci abordait chaleureusement le petit qui, saisissant l'occasion, leur demanda de rapporter des cadeaux à leur retour du marché. Comme un mage autoritaire, il leur dit au revoir et leur souhaita beaucoup de chance dans les affaires du marché. À la tombée de la nuit, le petit Mabi revint au même endroit. Dati. Daya. Continuez. Au bout d'un temps, il voyait les femmes arriver et se réjouissait. Elles étaient tellement pressées, on pouvait comparer leurs mouvements à ceux des gazelles qui trottinaient dans une steppe. Visiblement, elles menaient une course contre la montre, sans pourtant cesser de bavarder. Leurs bras, qui par moments battaient le vent dans un balancement accompagné de causeries, bruyantes et gaies, se rabattaient sur leurs cuisses avant de se détacher à nouveau. C'était le signe d'une journée de marché bien remplie. Le petit n'attendait que son cadeau. Comme promis, rien de plus. Chose promise, chose due. Dati. Daya. Ah, allez-y. On va C'est vous qui manger. menez la danse, hein. On va manger. Elle lui offrit un gros cadeau de 1000 bien savoureux. À peine le cadeau reçu, il se précipita vers sa grand-mère et le lui tendit. C'est un gâteau, hein? Ouais. Celle-ci reçut le cadeau, le scruta et le posa à son tour dans la calebasse, attendant que Mabi le reprenne après. Au même moment, ce dernier, animé par la joie, faisait les rondes dans la cour, chantant à tue-tête, tout en espérant de manger le délicieux gâteau juste après. Il fit une dernière ronde pour s'arrêter au niveau de la calebasse. Hélas, le chat noir de grand-mère avait profité de ce moment de flottement pour se servir et n'était qu'à son dernier coup de grâce. Une déception mêlée de la colère lui parcourut tout le corps. Il pleura toute la nuit. Le lendemain, il n'avait toujours pas oublié son gâteau. Le joyeux enfant était défiguré par la tristesse.
En guise de réparation, la vieille délaya de la farine de mil, le repas dont je parlais tantôt, dans de l'eau salée et le lui remit. Et il prit la solution et son gourdin pour sortir marcher sur le grand chemin, comme s'il tentait de joindre les généreuses femmes du marché pour leur faire part de sa mésaventure. Chemin faisant, il déboucha contre toute attente sur une source d'eau. Les espèces aquatiques de la source étaient affamées. Assez curieux. On pouvait remarquer que les poissons affamés avaient les bouches entrouvertes pour capturer les moindres miettes de feuilles mortes ou d'insectes qu'ils ne trouvaient même pas. La source, croyant faire la rencontre d'un généreux garçon, lui demanda sa farine pour sauver sa population. Le petit refusa, mais ne se retira pourtant pas. Il observait avec curiosité comment la population de la source souffrait. La source le supplia encore et il le refusa de nouveau. Au bout d'un temps, le sol au bord de la source fendit sous ses pieds. L'enfant déstabilisé s'affala et la solution se déversa dans l'eau. La population aquatique s'empressa de dévorer son copieux repas. Très offensé, le petit Mabi se leva. Il réclama sa farine. La source lui offrit en retour une très grosse anguille. Il partit satisfait. Plus au loin, sur son chemin, se trouvait Maître Feu qui avait tout consumé dans ses environs et agonisait. Il n'y avait rien à consumer et il s'éteignait peu à peu. Il supplia le petit pour son poisson et il accepta. Pour lui, c'était une bonne occasion pour cuire son poisson, mais c'était sans compter sur la gourmandise de Maître Feu. Il posa le poisson sur le feu. Le feu bondit sur sa proie et l'embrasa totalement. Au moment de retirer son repas, ce n'était plus possible. Maître Feu s'était fait maître de son repas et menaçait même de s'en prendre à lui. Peu après, Maître Feu finit par tout consumer et se retrouva encore dans l'agonie. Pendant que Mabi réclamait un cadeau en échange, Maître Feu lui donna quelques braises et il partit satisfait. Maintenant qu'il avait creusé un grand écart entre lui et la dépouille de Maître Feu, il déboucha sur un grand domaine. Les occupants des lieux étaient des chercheurs de vivres. Ils avaient travaillé pendant de longues heures. La faim diminua à petits coups leurs ardeurs. Mais rien de ce qu'ils avaient ramassé ne se mangeait cru. Mabi, sans trop se faire prier, leur offrit ces braises qu'il avait en contrepartie d'une promesse. La cuisson fut festive. Très reconnaissant, les paysans lui offrirent de l'igname fumé et il poursuivit son chemin vers l'inconnu. Gati. Au bout d'un long parcours, il rencontra les éleveurs de bœufs qui ont passé de longs mois à faire paître leurs troupeaux. Il leur offrit leur l'igname fumé, toujours après avoir bien négocié sa contrepartie. Les nomades, ayant malassé l'igname dans le lait, savouraient avec appétit le repas. Maintenant que tout était fini, il lui fallait partir. Il n'était pas question de partir les mains vides. Ses amis aussi n'étaient pas du reste. On lui donna du lait dans une gourde et il poursuivit sa route. Sur son chemin se trouvait une maison. Dans cette maison, une femme avait donné naissance à un bébé. Mais son lait manquait au point de mettre gravement la vie de son bébé en danger. Le petit Mabi compatit là encore à la peine de la femme, totalement dépassée par l'événement. Sa joie fut grande quand Mabi, d'un geste de la main, lui tendit sa gourde contenant du lait. Le bébé avalait le lait bienfaisant. La vie renaissait en lui peu à peu. Il semblait même dire merci à son visiteur à qui il adressait un large sourire. Juste après le repas, le bébé retrouva son énergie et le sommeil le surprit. Pour l'aventurier, le chemin était encore long et il fallait partir. La gentille femme ne se fit pas prier. Elle tendit une calebasse remplie de crème de karité qu'elle utilisait pour oindre le petit. L'échange était conséquent. Satisfait, il prit congé d'elle et s'éloigna vers l'inconnu. Il chantait comme pour s'encourager. À une heure aussi avancée de la journée, le soleil ne lui faisait pas du tout de cadeau.
Plus loin, il fit la connaissance de Madame Roche. Dati. Daya. Madame Roche était unique en son genre. D'ailleurs, elle était la seule roche sur toute la terre. Elle aimait beaucoup aller au marché et s'y rendait. Là, elle échangeait sa force de travail auprès des forgerons. Elle était tellement sale que Mabi en avait eu honte à sa place. Pour cette fois, la procédure n'avait pas été bien suivie. La promesse avant compassion était devenue compassion et promesse après. Comment pouvait-il s'imaginer que cette fois, ça ne marcherait pas? Pour lui, tout le monde a toujours quelque chose en échange. Et en plus, que diront les marchandeurs quand ils la verront? Pensa-t-il. Il ouvrit la calebasse et prit toute la crème avec laquelle il oignit la très grosse pierre. La roche n'avait pas appris à être reconnaissante. Elle ne sut comment aborder le petit qui réclamait en contrepartie sa crème, un cadeau. Le petit réclamait, mais la roche rétorqua. Je t'ai rien demandé. Tu l'as fait délibérément. Je n'ai rien pour toi. Cette maladresse énerva le petit Mabi et il leva son gourdin sur elle. Il lui asséna des coups bien appliqués et ne s'arrêta pas. Sa colère s'associa à l'ardeur de son acharnement, produisit une force extraordinaire sur la roche. Elle explosa. Toute la terre fut secouée. On raconte même qu'elle tangua comme une pirogue de capoquier sur un fleuve au courant ondulant. Le choc était très puissant et ses secousses provoquèrent des montagnes, des collines et des crevasses. La nature fut troublée énormément. Le sable se fit. La nébuleuse de débris et de poussière monta dans les airs et se condensa. Bientôt, il fit plus chaud. La dite chaleur se transforma en sueur qui tomba intensément sous forme de gouttelettes. Un cycle saisonnier venait de se créer et se perpétua. Quant aux grosses éclaboussures chaudes de la roche, elles montèrent dans les cieux. Elles s'y fixèrent et rayonnèrent. Aujourd'hui encore, ces éclaboussures sont toujours visibles. Vous n'avez qu'à lever les yeux pour le constater. Levons les yeux pour voir les projecteurs. On lève les yeux, on voit justement les projecteurs de la TVT. Donc, c'est ça la genèse de toutes choses. Ouais. C'est cette colère de Dati qui a créé donc les crevasses, les montagnes, les vallées, et puis les étoiles, etc. etc. Oui. Vous vouliez poser une question, je ne sais pas. Moi, j'allais vous demander, pour vous, c'est quoi la leçon que vous tirez de cette histoire? C'est négocier. Le gars s'est négocié. C'est négocié. Bah, mais il s'est fait avoir quand même. Oui, il s'est fait avoir. C'est ce que je voulais justement dire, il s'est bien fait avoir avant de négocier. Ouais. Et aussi, c'est un voyage profond vis-à-vis de cette histoire. À faire l'achat de ce recueil de contes. Oui. Il est disponible en librairie, vous pouvez toujours l'avoir. Et puis sur, je crois, Gozem, non? On peut commander. Oui. On peut commander sur Gozem. Oui. Ok, c'est possible. C'est la librairie de Gozem. C'est une très belle histoire avec. Et dire que ce n'est pas que cette histoire, qu'il y en a 35. Il y en a 35. Donc, on dit aujourd'hui de renforcer la proximité avec les parents, avec les enfants. Parents peuvent avoir. Et puis, au lieu d'être devant la télé, à le regarder, vous êtes devant la télé, d'accord? Mais papa est sur son téléphone. Mais la télé, il y a TVT ou bien une 24 sur la télé. Et la télé allumée, papa est sur son téléphone, l'enfant est sur le téléphone, maman est sur sa tablette, etc. On peut se créer des moments d'intimité comme ça. On éteint la télé, tout le monde sur la terrasse ou dans la cour, ou même au salon, on s'assoit au sol. Et puis, un parent ou bien même un enfant, il partage l'histoire. Il lit, voilà, le soir. Il lit. Et puis vous donne le cri de guerre. Bissedroula, Bisseglilo, et on lit. Et après, on discute, on échange. L'histoire qui a été lue là, qu'est-ce que vous en tirez? Alors les amis, qu'est-ce que vous en tirez? Yahavi, qu'est-ce que tu en tires comme leçon? Bon, au-delà de comprendre à présent, c'est comme ça que la vie a été créée. C'est comme ça que les étoiles sont nées, c'est comme ça que les montagnes sont nées. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça te dit? Le conte, qu'est-ce que ça me dit? Quelle leçon tu tires de cela? Ce que j'ai retenu, c'est que le petit Dati, il a donné beaucoup. C'est Mabi. Mabi, il a donné beaucoup.
Il a donné. Il a un beaucoup. cœur généreux. Oui, il a donné beaucoup. Et à la fin, il en a reçu grand. Tu vois, non? Il a donné, il donne, et puis il reçoit. À la fin, il a pu avoir le cadeau de tout un monde. Oui, oui. Aujourd'hui, on lui doit la création du monde. À ce petit-là, à Mabi. C'est bien la remarque, parce que le peuple concomba aussi est comme ça. Un peu plus généreux. Okay. On va manger foufou tout de suite, je sais. On mange juste 2 bœufs. Je vais profiter de l'occasion pour exactement encourager les parents, parce que je pense que les contes comme ça sont des trucs qui ont créé des liens entre nos grands-parents, les ancêtres et tout, mais actuellement on perd ces choses parce qu'on est tellement décalé par la technologie, chacun est dans son coin en fait. J'encourage les parents à se procurer ce livre et à partager des moments, des moments particuliers avec les enfants. Ah, c'est ça? Ça renforce les liens. Oui, Ça renforce les liens. Tu t'es fait raconter des histoires par ta grand-mère. grand-mère. Il faut lui faire un gros bisou. Mardi, c'est la journée des grands-parents. Oh là là. Elle vit encore? Bon, la grand maternelle, elle est toujours là. Je la dérange tout. Tu vois, oh Lionel, maman, Non, moi je me rappelle quand on était enfant, 5-6 ans comme ça, c'était notre tante. On allait en vacances chez elle et chaque soir, on était devant, dans la cour, et elle nous racontait des histoires, diverses histoires, toujours. C'était dans l'enfance. Elle est toujours là, mais ça fait longtemps, ça n'a plus été fait, quoi. Ça me rappelle. Oui. Non, il faut ressusciter ça. Ça fait longtemps, vous n'êtes plus disponible. Il y a les chasse-mouches. Donc, quand elle était souvent dehors, elle a son chasse-mouche qui est là. C'est pour chasser les moustiques. Et c'est même là que je voyais les tout premiers serpents de mes yeux. On avait même tué un serpent la nuit. Quand on était dans la... Oui, elle était en train de nous raconter une histoire. Heureusement qu'on avait allumé la lumière. Et le serpent est passé. Bon, il faut écouter l'histoire aussi, non? Donc c'est le pauvre serpent. C'est vraiment intéressant. Et bon, on lui a jeté des cailloux, il était mort et puis on l'a jeté. Ben, c'est après que j'ai dit, bon, on n'aurait pas dû tuer ce serpent. Peut-être qu'il allait écouter aussi les contes. Et d'habitude, les serpents ne sont pas méchants. Pardon, on ne va pas faire ça. Voilà, quelque chose, ça n'a pas. On sait plus ça faire comme ça. Il faut l'attraper, voir. Le mal, il est gentil. Voir. Il faut l'attraper, il faut se lever, voir. C'est le mal. Il est souvent gentil. Donc, quand on ne sait pas passer, on dit attends, je vais t'attraper voir. Attends, je vais t'attraper voir si au court ou pas. Donc, tu attrapes, tu soulèves, tu dis ah, je dois courir. C'est le mal, vous êtes avec lui, mais c'est un serpent femelle. Laissez ça tranquille. Lionel. Courez. Ah non, en tout cas, je n'ai pas couru. De quoi il parle? De quoi il parle en fait, ou bien? De quoi il parle? Il faut appliquer. Ah non, je vais trouver ce point et puis je vais demander quelle est ta carte d'identité. Ouais. Masculin ou féminin? Alors, vous voyez le résumé derrière le livre, ça dit en fait tout ce qu'on a dit par rapport à la transmission et par rapport à l'évolution, comment on doit tout faire pour perpétuer. Ça, il dit de la façon la plus minime qui soit. Chacun pourra contribuer à construire sa société. Les valeurs se transmettent par l'échange, peu importe qu'elles soient orales ou écrites. Nos valeurs ancestrales mourront lorsque la génération actuelle n'aura plus comme repère qu'une poudre aux yeux des réseaux sociaux. La responsabilité de cette mort reposera sur l'utilisation qu'on fait des réseaux sociaux et non du fait de l'existence même de ce moyen. Déjà, l'agonie est profonde et les urgences demeurent. Le retour à la lecture et ou aux échanges sur les histoires édifiantes de nos familles et de nos communautés. Dans ce recueil de contes inédits est une reprise des contes du peuple concomba, comme on l'a dit. C'est très intéressant, c'est très pertinent. On est là aujourd'hui à jeter la pierre à nos parents qui ne l'ont pas fait peut-être, qu'on n'a pas eu des soirées au conte, etc. Nous qui savons que c'est possible, pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi nous n'initions pas? C'est jamais trop tard, c'est jamais trop tôt. Vous pouvez l'initier chez vous, avec vos petits frères, avec vos petits cousins, même avec les aînés, vous pouvez initier des moments à la maison comme ça, pas tout le temps sur téléphone. Mais justement, on pense que quand on parle d'héritage, c'est seulement nos parents laissent l'argent, les immeubles, les terrains, on se tape sur ça, tout ça. Il y a la meilleure richesse, c'est immatériel. Immatériel, ce que vos parents vous transmettent. C'est ça. C'est ça la meilleure. C'est ça même qui fera de vous soit un homme, un plein de qualité, ou quelqu'un de raté et un fléau pour la société. C'est ça. Si les enfants, si vous, peut-être, on ne va pas faire de la psychologie aussi ici, mais moi je suis convaincu de ce que je dis.
ce que vous irritez, le patrimoine immatériel, les histoires, tout ça, ce n'est pas seulement les contes. Il y avait des histoires de vos aïeux, ce qu'ils ont fait. Quand on va raconter tel aïeux était ceci. Une fois que vous écoutez ce genre de choses, c'est un stimulus, ça met en vous quelque chose. Vous êtes marqué, vous voulez répéter la vie de cette personne. Mais supposons qu'on dise que votre aïeux était un voleur, il volait les œufs de poule, de pintade, ici, par là. Mais heureusement qu'on n'aime pas raconter ce genre de trucs. Sauf c'est de l'extérieur que vous l'apprendrez. Ça, c'est pas très bonne image pour vous. Voilà. Alors, même dans le même sens, je pense que c'est ces histoires, ou encore les noms que nous portons, émanent des histoires. Il y a toute une histoire qui est cachée derrière chaque nom qu'on porte. Et actuellement, pour la prise de contact, quand on classe, je demande souvent, ça veut dire quoi ton nom? Et tant qu'ils ne comprennent même pas leur nom. Tu portes un nom que tu ne comprends peut-être même pas. C'est important de connaître aussi le nom qu'on porte. Il y a toute une histoire qui est cachée derrière. Et quand on se fait conter cette histoire, on connaît dans la vraie valeur l'explication de ce nom. Et on doit savoir quoi faire. Peut-être que tu as un nom que tu ne connais pas, bien que tu ne comprends pas. Souvent, ces noms-là, oui. Sois curieux, être curieux. Oui, moi je demande d'habitude. Et puis on me dit, oh, bien dans nous gommer. Ah, il faut bien nous gommer. Je demande d'habitude. Il faut bien nous gommer. Et puis il y a des trucs, bon, c'est très important. Je vais peut-être passer par ce canal pour profiter de dire. Il y a un truc qu'on est en train d'organiser entre jeunes de notre quartier, de faire un truc autour du feu, raconter les histoires, peut-être l'histoire de 2 quartiers autochtones avec les enfants qui seront autour du feu. On va prendre peut-être les sages et on va bien. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de lumière. Et c'est un projet qui arrive. Il faut le maturer rapidement. Oui, pour quand même essayer de remettre les gens dans la peau d'avant. Comment est-ce qu'on comptait les contes au clair de lune et tout ça. Et dans ces contes-là, il y a les interdits. Dans les proverbes, il y a les interdits, les mises en garde et autres. Oui. Voilà, bon. C'est super important. C'est super important. Allez, il y a un autre conte ici qui donne une belle histoire, une belle leçon. Dati Daya Miss Edrulo Edruleva Edruzo avec JNG JJ avec Jevoji et JJ. De toute façon, vous savourez là. Écoutez ce conte. Le tumulte tourne, et puis boum sur l'hyène. Et puis boum sur le veau. Dati, Daya, une vieille hyène, un peu insensée, se promenait dans la savane. Elle vit un veau fraîchement mis bas et abandonné par sa mère qui, à force de brouter l'herbe, s'était éloigné dangereusement de son petit au point de le perdre. Et puis dans les trucs comme ça, quand on donne une information qui est triste, on dit « Oh ». Le truc dit « Oh ». Et puis quand c'est gai, on dit « Ah ». Donc, je le lis là où c'est perdu, vous direz « Oh ». D'accord. Elle vit un veau fraîchement mis bas et abandonné par sa mère qui, à force de brouter l'herbe, s'était éloigné dangereusement de son petit au point de le perdre. Oh, le pauvre. La vieille hyène, ayant aperçu le petit animal, se réjouit. Elle ricana. Tiens, tiens. Voilà un cadeau du ciel. Voyons ce que je vais en faire. Trop sûre d'elle, elle se rapprocha du veau et lui tint un discours d'adieu. Elle dit « Bonjour petit, je vois que tu viens de naître. Voyons, ta chair si tendre et tes os si fragiles. Je pense qu'après t'avoir croqué, je recouvrirai encore mon jeune âge d'antan. Car, dit-on, la fraîcheur fait rajeunir. Sache que quand le soleil sera comme ça, je reviendrai pour toi. » En fait, elle fit des signes de pattes pour montrer que le rendez-vous se tiendrait au crépuscule. Tu comprends là que tu n'as pas du tout la chance de survivre, mon jeune petit veau. Pardonne-moi, dit-elle presque presque religieusement. Mais franchement, mes mains n'ont jamais été si gentilles avec des gens de votre race. Vous êtes des faibles que nous intégrons facilement dans notre chaîne alimentaire. Pour le petit veau qui ne comprenait rien à ce discours, ces jacassements de l'hyène l'amusaient plutôt. Il rigolait, il était content. Il ne se doutait pas qu'elle lui dit des choses graves à son sujet. L'hyène s'éloigna, mais ignorait qu'elle n'était pas la seule à convoiter le veau.
et que son discours avait plutôt intéressé un discret, le boa. Maître Boa, de loin, avait aussi vu le petit animal et s'approchait discrètement pour l'avaler. Énervé par les propos de l'hyène, il se dit en lui-même, « Mais chère l'hyène, un peu de retenue quand même. Même si tu sais ce que tu mijotes, tu n'as pas besoin de le rabaisser ainsi. En plus, si toi tu manges le veau, à mon tour, moi, je vais te manger. Je dois donc attendre que tu manges le veau. Et je te mangerai, mais à cause de tes propos tenus. Il faut que je t'apprenne à rendre la dignité aux autres. » Il prit la place du veau et attendit l'hyène. C'est le boa, ça. Il attendit l'hyène à l'heure du rendez-vous, au crépuscule. L'heure venue, voici la hyène qui revint avec une suite afin de mettre à exécution son plan dans une ambiance familiale. Bon appétit. À peine arrivé, sans plus passer à une dernière vérification, elle se jeta sur sa cible, qui se trouvait être le boa. Oh là là. Le géant animal s'enroula autour de sa taille, la taille de la hyène, bien évidemment, et la pressa si fort qu'elle rendit même tout le maigre repas qu'elle avait eu toute la journée. Oh là là, pitié pour elle. À un moment, le boa la lâcha. Elle partit en trombe, boitant, avec des os brisés par endroits. De loin, elle se redressa sur ses pattes et s'exclama. Décidément, le veau là, ce n'était pas un veau. Mais j'avais pourtant bien vu un veau. A-t-il grandi en si peu de temps? Très satisfait d'avoir bien administré sa leçon à l'hyène, Maître Boa renonça à avaler le veau. Il lui laissa la vie sauve. Alors, par ta bouche, tu mangeras, et par la même bouche, tu peux ne trouver que des ennuis. Voilà. Dati? Daya. Alors. Un conte bien raconté d'une digne reine. Hein. Tu vois? Vu-tu? Ouais, donc, tu racontes cette histoire à des enfants, tu leur dis qu'il faut savoir parler. L'importance de la parole. Voilà, de la parole. Ce n'est pas parce que tu es en position de force sur quelqu'un que tu vas lui manquer de dignité. Voilà. Que même le plus faible, il a besoin de notre respect, de notre dignité, de notre compassion. On ne profite pas de la vulnérabilité des autres. Voilà. Tu racontes des histoires comme ça et puis... Même les adultes, on se rappelle toujours des vertus de la société qui se perdent à travers des histoires qu'on se raconte. Oui, effectivement. Effectivement. Parce que c'est quand on s'assoit pour se dire les contes, mais vous verrez qu'il y a même les adultes, les anciens, tout ça. Donc, tout le monde se rappelle les principes élémentaires de vie communautaire, de valeurs, tout ça. Celui qui dit le conte, lui-même, il se dit ces valeurs-là. Donc, finalement, ce que je suis en train d'enseigner à mon enfant... Je me le rappelle. Je me le rappelle. Et je ne ferai pas autre chose que ce que j'ai dit. Sinon, je vais me contredire. Et l'enfant, tout de suite, va poser la question, mais dans le conte, ce qui s'est passé là, tiens, c'est en train d'aller à côté. C'est pas ce que tu fais, surtout que les enfants... C'est pas ce que tu fais, ce que tu m'as dit. Les modèles, on ne dit pas, on ne fait pas autre chose que ce que l'on dit. Voilà. Et je pense que c'est dans cette même dynamique qu'il y a souvent des interdits quand on raconte une histoire et à la fin, comme vous l'avez posé tout de suite, la moralité. Et d'habitude, quand on était petit, je me souviens, on nous interdisait souvent d'avaler les grains d'orange, les pépins autres là, que quand si tu avales ça, ça va pousser dans ton ventre. Dans ton ventre, mais là, sur la tête. Mon premier traumatisme, c'est ça. On avait un beau mandarinier, un mandarine à la maison. Du mandarine. C'est bizarre, c'est orange, mandarine.
Généralement, les clémentines n'ont pas de pépins. Mais C'est là, un greffage, c'était ça. doux, mais il y avait pépins. Et je mange et j'avale. Quand j'ai avalé, j'ai toussé et mes soeurs, frères, ils m'ont demandé qu'est-ce que j'ai dit à avaler. Elle dramatise trop les choses, quoi. Hey! Ça va devenir un arbre. Eh oui! Au minti, mais quoi? Il y a qu'un. Ou là, tu cries. Est-ce que tu peux cracher? J'ai dit non. Et puis tous avaient la mine défaite en même temps tout d'un coup. Donc tu ne peux pas t'imaginer que tous ils puissent se passer le mot. Tellement ils étaient en symbiose, ils avaient une réaction synchronisée que tu te dis forcément que c'est vrai. On peut faire ça C'est à pas ta une propre personne, sœur. c'est pas deux personnes, c'est pas trois personnes, Non, tous c'est étaient tout là. le monde. Et puis, Oumia, Gamia, que au pire que je meure. Mais le meilleur des cas, c'est que l'arbre puisse pousser dans ma tête. Dans ta tête, voilà. Et que des fois, quand l'arbre pousse, quand c'est un arbre, machin, que ça a poussé même des racines. Et donc, je serai fixé sur plein de racines. Non, se vous fixer avez dans le le niveau sol. trop haut. Non, ça, c'est niveau 12 qui vont donner. Voilà. Que les racines vont se fixer. Et donc, les fruits vont poser dans la terre, que je serai là, que je ne pourrai plus bouger. Et qu'eux, ils devront grimper sur là pour prendre des fruits. Et que c'est seulement dans ce cas que je peux survivre. Mais que dans l'autre, cacao, le pompo, cacao, le gouvernement, vous voyez, il y a un qui dit, vif un badaka, bois blanc, sok pané. Non, c'est macabre, c'était terrible. Et puis l'autre qui dit, non, un enfant de vif un monde, d'accord, qu'on n'enterre pas un enfant avec ses accueils. Non, que normalement, on n'enterre pas avant. Et pendant ce temps, vous étiez là, tétanisé. C'est devant moi qui disait ça, là. C'est-à-dire que les gens, là, c'est devant moi qui disaient ça. Et puis, non, mais que normalement, si je devais mourir, ce sera cette nuit. Mais que si je me lève demain matin, c'est que c'est l'autre option, que c'est qui va pousser dans ma tête. Les gars étaient sérieux de chez sérieux. Je pense que tout le monde fait ça. Ils ont été initiés eux aussi. C'est ça. Ils ont fait la même chose. C'est peut-être qu'ils ont ajouté mais là, une aujourd'hui, couche. les enfants sont tellement... ils savent que tu ne peux même plus tromper un enfant aujourd'hui comme ça. Et puis, le comble, ils ont dit que moins les gens apprennent l'affaire, mieux c'est pour moi. Donc, je ne vais pas en parler aux parents. Tu vois, ils ont tout mis pour que je n'aie pas peut-être pleuré chez maman ou chez papa, pour qu'ils me disent que non, il n'y a rien. Donc, heureusement que c'est seulement eux qui ont... que là, je peux avoir de fortes chances de ne pas mourir cette nuit. Que traumatisme réel. Moi, tu as envie, voir les gens, moi, tu as les fruits. Mais allez, toute l'après-midi, la nuit là. j'ai dit, non, attends, quand tu pars te coucher, c'est comme tu dis tes adieux. Mais tu vas te dire, non, je ne vais pas dormir. Mais le sommeil, quand ça arrive, ça ne t'informe pas. Ce que tu vois seulement, c'est que tu te réveilles le lendemain. Ah, donc tu es vivant. Non, c'est l'option 2. C'est l'option 2. C'est l'option 2. Mais le truc aussi est que si tu bois beaucoup d'eau, ça va fertiliser bien le truc et que là va vite pousser. L'enfant va avoir soif. Tu vas goûter. Non, vous avez eu beaucoup. C'est de la torture. Si je peux porter plainte, je porterai plainte contre mes frères et mes soeurs qui m'ont fait ça. Et toute la journée là, oui, c'est vrai qu'avec l'âme d'enfant, au bout d'un moment, tu t'amuses. Après, tu oublies, tu t'amuses. Mais après, tu as un gros coup de cul. Tu te dis, ah oui, ça ne marche pas. Et puis quand tu es trop content, ils te disent, ils te rappellent cela. C'est pour éteindre ta joie, quoi. Oui, que... Oh, on me le bouta, Et non, j'ai vécu ça peut-être une semaine. Non, on l'avait parce que c'est eux qui sont autour, parce qu'ils te conseillent. Donc, ce n'est pas les ennemis, c'est eux qui soutiennent. Non, quand on te ramène quelque chose, obligé. Là, ils ne te demandent plus. Avant, ils te demandaient, c'était la guerre. Là, ils ne te demandent plus. C'est toi-même. Ils coupent, ils te... Voilà. Après, j'ai oublié. Et puis, j'ai parlé à maman. Maman s'est moquée de moi. Maman, ils m'ont fait ça. Ils m'ont traumatisé. Ça, je n'oublie jamais. C'est pas possible. Peut-être que les contes aussi perpétuent ça. Parce que dans les contes, les animaux vivent, les fruits vivent, etc. Les scènes comme ça peuvent se passer dans les contes. Avec l'âme d'enfant qu'on a, tu entends les contes, tu écoutes les contes, tu te dis oui, ça peut arriver aussi, ça peut t'arriver aussi. Oui, c'est une brèche aussi vers la superstition. Oui. On pense que l'arbre qui est fixé pourrait peut-être se mettre à marcher. Oui, l'arbre marche et parle même. Ça nous hante aussi quelquefois. Quand on est petit, quand on dit certains contes qui sont vraiment mystérieux, après,
même on vous envoie juste pour aller chercher quelque chose à côté, seul, vous ne pourrez pas aller. L'imagination est développée. Et donc, ça développe l'imagination de l'enfant aussi. Il imagine des choses pas possibles. C'est peut-être et puis c'est bien, quand on te raconte des contes aussi pour les enfants, c'est bien pour la rédaction. Oui. Quand tu gagnes des mots, bien évidemment, peut-être que c'est en évé ou c'est en vernaculaire, mais tu as la trame. Quand on te demande de raconte un truc à l'école, tu as le narratif. Voilà. Tu peux te greffer sur le bâti du conte, et puis des exemples dans le conte, et puis des histoires qui enrichissent ce que tu peux écrire comme rédaction. Il faut qu'on retourne à ça. On doit retourner sur ça parce que je pense aussi que quand on veut t'interdire quelque chose, on passe peut-être par les contes pour t'interdire un truc. C'est-à-dire que tu aimes rester trop tard dans la nuit et on te dit, voilà, celui qui il était une fois, quelqu'un dans la famille était resté tard dans la nuit et quand il rentrait... Il a vu un truc blanc en chemin, en l'air, qui s'était lancé en l'air. Il ne pas voir son visage. J'ai dit, ils apprennent ça où? Tous, ils apprennent ça où? Je ne connais pas tes parents, tu ne connais pas mes parents, mais c'est les mêmes histoires comme nous attendons. Que le truc que tu le vois, mais il n'a pas les pieds au sol. C'est comme s'il flottait en l'air, mais qu'il était rond jusqu'à on le voit, ça ne finit pas. Et que la personne a vu, est tombée évanouie ou bien est devenue folle. Quand tu sors la nuit, tu vois une lumière même devant là. C'est ton heure à sonner. Mais on vous dira aussi que même la lumière là, c'est un esprit qui se promène. C'est pourquoi tu ne sautes pas la nuit. Et quand je pense que les semaines ou les jours auxquels on nous raconte ces histoires-là, bon, il fait va témoigner. Il y a des coïncidences. Bon, quand il y a aussi coupure de courant, on t'envoie dans la chambre, c'est piou, piou, tu viens. Et puis on te voit, comme dans on m'a dit, je n'ai pas trouvé, tu as peur. Non, il faut qu'on revienne à ça. Et je me rappelle quelquefois, et si vous avez fait vraiment le village d'avant, comme moi. C'est pas le village du lieu d'aujourd'hui. C'est pas le village moderne on coupe le courant et tout ça. On vous donne une lampe, un lampion avec un pétrole là, où la flamme est nue, c'est pas couvert. Et on vient de vous dire les contes, tu as peur, on t'envoie dans la chambre. Maintenant, tu tiens ça. Et puis ça, c'était tu veux te précipiter pour... C'est cette précipitation-là, tu arrives dans la chambre, ça. Voilà, le fait que tu as pensé que c'est un esprit qui a fait là, c'est gâté. Mais c'est bien, ça nous a formé. Ça nous permettait d'être bien alignés. Ce qu'on veut que tu fasses. Par exemple, pour vous, là, on a utilisé ce stratagème-là pour vous tenir en brèche, c'est-à-dire pour vous bien aligner, poli et très gentil pendant tout ce temps. Pour prendre Orange encore, ça a pris du temps et je fais gaffe à ne pas être distraite pour avaler le pépin. Les choses. Non seulement c'était bon de vous dire de ne pas avaler, si on avait minimisé un peu les choses dramatisées. Les risques, j'aurais pu avoir peut-être des appendicites, une appendicite parce que les graines, ça te préoccupe. Autrement, parce que les parents, en ce moment, ne connaissaient pas ces malaises-là. Donc, pour nous poser de tout cela, ils créent des histoires. Et puis, nos frères nous traumatisaient pour rien. Ils ont traumatisé, là. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu faire ça à quelqu'un. Je n'ai pu faire ça à personne. Mes enfants, même aujourd'hui, si je me hasarde, maman laisse ça. Maman laisse ça. Maman laisse ça. Parce qu'ils savent que et je vis, ce n'est pas des enfants. C'est nos ancêtres qui reviennent. C'est nos ancêtres qui reviennent. C'est nos ancêtres. Alors, dans la culture qu'on combat, il y a des personnages qui se retrouvent en compte. J'ai vu beaucoup le lièvre. Le lièvre, il est commun, il est partout. La hyène, pour jouer le mauvais rôle, elle est partout. C'est la hyène qui joue le mauvais rôle. Parfaite. Même dans Le Roi Lion, en dessin animé, les hyènes, c'est leur clan. C'est-à-dire que c'est toujours... De toute façon, elles sont belles et vilaines. Là. Elles sont aussi... c'est leur rôle, ça. Vilain, dans le caractère, vilain dans le physique. Le lièvre, futé. Dans tous les dessins animés, le lièvre, c'est futé. Même des dessins animés comptent ruser, futé, le lièvre. C'est pareil, c'est ce que je retrouve également chez vous. C'est pareil, c'est pareil. Est-ce qu'il y a l'araignée aussi chez vous? Oui, il y a l'araignée. Mba, l'araignée. Mba, oui, c'est dans le bon, il y a l'araignée aussi il est un peu futé.
et il est solitaire, il fait ses trucs. Mais ça ne le réussit pas quelquefois. Ça ne l'a réussi pas quelquefois. Mais en vernaculaire, pas en vernaculaire, dans le sud du Togo, oui, on l'a Yévi Goloté, qui est aussi un grand personnage de conte. Et c'est lui qui se retrouve être Kako Ananze de l'autre côté, dans le Ghana. Et dans le... Donc, on personnalise des animaux beaucoup pour raconter l'histoire. Et tous, dans toutes les traditions, comme on l'a dit, ils ont les mêmes caractères. Oui. Ils ont les mêmes caractères. Je voulais poser peut-être une question à l'auteur. Vu que les Kokomba sont des agriculteurs et des éleveurs, j'aimerais savoir ce que représentent ces animaux-là. Hein, le lièvre, bon, comme ils disent le plus souvent qu'ils élèvent des bœufs. Et qu'est-ce que le lièvre représente vraiment pour cette ethnie, cette culture? Dans la vie réelle ou bien dans le conte? Dans la vie réelle. Dans la vie réelle. À partir du conte, jusqu'à la vie réelle. Oui. À partir du conte, c'est évident. Futé, comme on l'a déjà dit, et très intelligent, qui sait toujours faire ses trucs à la mesure de la situation. Maintenant, dans la vie réelle, le lièvre, c'est un gibier qu'on chasse. On n'organise pas un culte. Mais il y a aussi des clans pour qui c'est des totems. Le lièvre, c'est comme le singe, le lièvre, peut-être le python ou bien quelque chose. Oui, on ne pas toucher. Ok. Pour certains clans chez vous. Oui. Ok, super. Des questions à l'auteur, les amis? Des questions à l'auteur, des questions à l'auteur, des questions Voilà, qu'est-ce qui vous a le plus motivé à aller à la rédaction d'un recueil de contes? Pourquoi pas un roman? Ou alors, est-ce qu'il y a un roman qui arrive? Ça arrive. Bon, je l'ai dit, mais le roman même tarde à venir. Là, je ne vais plus dire, je ne vais plus rien dire. Mais pour le recueil de contes, c'est ça, c'est comme un déclic. On disait les contes, j'écoutais, moi aussi, je disais les contes à mes pères ou à des plus jeunes. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais tiens, pourquoi? Parce que moi, je me rends compte que j'ai l'habitude, j'ai l'opportunité de revenir au village. Mais il y aura des moments où je ne pourrai plus revenir. Et je partirai. Est-ce que je suis sûr de pouvoir me rappeler ou de conserver ce que j'ai fait, ce qu'on nous a raconté. Donc, en ce temps, pendant les vacances, c'est un moment de relation. On ne fait rien presque et tout ça. Donc, je me suis dit, je vais écrire ça, je vais transcrire. Et je me rappelle aussi que mon professeur de français nous disait que pour être bon en rédaction et en raisonnement, et même pour être bon en sciences, il faut être bon en français. C'est clair, c'est la base. Et pour être bon, il faut peut-être écrire souvent, bien lire. Écrire. Ça, c'est l'exercice perpétuel. Maintenant, moi, je suis en vacances et en lieu et place des bibliothèques, il faut transcrire ce que je... Donc, ça a développé, oui. Donc, ça a développé. Ce n'est pas un exercice simple, hein, transcrire, parce que il faut... Dans nos traditions, souvent, on dit, si on veut dire, par exemple, on dit, il y avait un enfant qui disait, qui avait fait, par exemple, Mabi, c'était un enfant. Mais il faut lui donner un nom, parce que la version traduite en français, on demande qu'on dise quand même, on nomme des choses. L'enfant, il faut lui nommer. Bon, il faut nommer l'enfant en fonction de la situation, le rôle qu'il jouera. Oui, des fois, c'est des noms. Dans la langue locale, générique. On comprend. Quand on entend le nom en même temps, on sait quel rôle. Mais en français, il va jouer. Voilà. On ne saura pas. On ne saura pas. Donc, c'est ce double objectif-là. Je pense que c'est ce qu'on dit. Un enfant qui va être héros dans une histoire, on va peut-être l'appeler Calentor. Voilà. Calentor, on comprend si c'est raconté en évé. On sait ce que Calentor veut dire. On peut l'autre appeler le paresseux, Koufia. Voilà. On saura ce que... Mais quand on traduit en français, on dira Calentor, Koufia. Bon, le français va dire... Le nom ne parlera pas. Oui. Le nom ne parlera pas à la personne. Le nom ne parlera pas à la personne. Alors, on souhaite encore une fois très très belle célébration à la communauté Bassar et puis Kokomba actuellement. En fait, ils vont donner le OK
manger yam. Il faut apprendre en même temps comment dire bonne célébration. Comment on dit bonne fête alors? Ah bon, Nidab, Nene, Nidab, le nom point. C'est comme si Nidab, déjà, c'est la fête, ou bien. Mais c'est Nidak là que vous dites, c'est comme ça se prononce, Nidak. Ok. Donc, Nidab, ça veut dire que c'est comme une salutation, nous et la fête. Ah, mais quoi ça? Tout le monde. Ah oui. Bon, c'est un peu le dire ça comme ça. Ah, ok. Que quoi? Lui, il attend sur le hockey. Allô, tenez le nom point. C'est le nom point. Le nom point. C'est le nom point à boulot. La sauce du gombo avant de... Allez, restez avec nous pour la suite de l'émission. On va parcourir un peu des informations. Voilà. Et aujourd'hui, précisément, Yawa nous fait des infos décalées autour des examens et des tricheurs. On souffle, on revient. Et Yawa, info décalée. Allô? Alors, Yawa, un peu sensible le sujet d'aujourd'hui. Oui, mais ça part quand même, c'est des faits réels. C'est complètement réel. Ça part de la récente information quand c'est le baccalauréat dernier. Oui. Et, bon, dites-nous tout. Vous, dites-nous tout. Alors, le mercredi 3 septembre dernier, l'Office du baccalauréat a sorti une liste des individus ayant fraudé lors de la dernière session du bac 2 au Togo. C'est bac de cette année? Oui, bac 2 2025 au Togo. Alors, ils étaient 5 candidats qui ont vu leur bac 2 annulé pour cause de tricherie. Alors, ils sont accusés d'échange de preuves, de documents frauduleux, d'usurpation d'identité et d'usage de téléphone. Oui, seul. Non, c'est 5 personnes. C'est 5 personnes. Donc, oui, peut-être que quelqu'un échange de preuves. Quand on vous dit souvent de ne pas tricher aux examens, vous voyez que au Lena Menyawa, donc sans doute, quelqu'un a travaillé, a remis à l'autre pour, voilà, et puis on l'a pris, les documents frauduleux, la personne a dû venir en classe, en salle avec des documents de travail, usurpation d'identité, quelqu'un allait composer pour l'autre. Oui. Et puis, usage de téléphone. Justement, un téléphone en salle pour composer. OK. Et donc, ils sont 5. Oui, je pense leur liste a été publiée et voilà, le bac est annulé. Il y a, je crois... sans doute, visiblement, ils ont eu leur bac. Oui, ils ont eu. C'est la fête, youpi, on a eu le bac. Et à quelques jours de la rentrée, c'est bon, arrêtez, vous restez à la maison. Je pense que c'est... Non, il y a un, le Dami. D'accord, je ne donne pas les noms. Ils ont publié les noms. Oui, ils ont publié les noms. C'est pas chez nous ici. On va pas dans notre bouche. D'accord, il y a un qui ne peut plus postuler. C'est parti pour deux. Ne peut plus. Il va passer. C'est parti pour 2026-2027. Lui, il a trop fait ça. Donc, l'année scolaire, je crois que c'est celui qui a fait l'usurpation d'identité. Usurpation d'identité. Oui, c'est sûr. L'autre, oui, bon. Et pour les autres, ils pourront, l'année prochaine, ils pourront reprendre. Ils pourront reprendre. OK. Alors, ce ne sont pas les seuls à se retrouver dans cette situation au Togo. Oui, ce n'était pas les premiers, oui. En 2022, 3 candidats admissibles ont également été sanctionnés. Le premier a été surpris en possession d'un document lié à l'épreuve de philosophie. Philo, tu as ce document qu'on a savoir. Ou alors on a traité l'épreuve pour lui, il est venu avec le corrigé. Il y a des recueils pour les citations et tout. Le deuxième également a été surpris en flagrant délit avec un document de 4 pages lors de l'épreuve de histoire-géographie. Oh, oui, tiens. Le troisième pour usurpation d'identité. Et il a été interdit de se présenter à l'examen pour 5 ans. Du coup, il ne peut s'inscrire avant la rentrée 2028-2029. 5 ans d'interdiction de passer le bac. C'est long. Et malheureusement, il n'y a pas que l'enseignement secondaire qui est frappé par ces formes de le fléau. Oui. À l'université de Kara,
Université même. Université même. 5 étudiants et tricheurs ont été exclus à la faculté des lettres et sciences humaines dans la semaine, lors du semestre Harmattan 2020-2021. Et 8 autres en faculté des sciences et techniques ont été sanctionnés avec inscription des faits dans leur dossier. Oui, ça c'est encore grave. Oui, ça gâche ton dossier. Ça gâche ton dossier, inscription dans le dossier. Wow. Dans ton dossier d'études. Et encore plus loin, on va sortir du Togo. Ah oui, le Togo, on n'a pas l'exclusivité de la tricherie. Les brebis galeuses sont partout. En Afrique et dans le monde, oui. Justement, on va aller au Sénégal où le 14 novembre 2024, 185 candidats pris en cas de tricherie lors du bac dans le pays ont été sanctionnés. 185 candidats. Oui, par ici, c'est comme les 5 là, c'est avec les Togouens. Il y en a plein qui... Mais ceux qui... Il y en a plein. Ah oui, 185 au Sénégal. Oui, et c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y a ceux qui détendaient des téléphones, les détenteurs de téléphones qui ont été réprimandés. Et il y en a qui ont utilisé leur téléphone pour avoir des informations, des réponses aux questions, qui ont également été sanctionnés et ils ne peuvent plus se représenter à l'examen sur 2 ans. Wow. Également, la même peine a été infligée à ceux ayant introduit des documents non autorisés en salle d'examen. En haut, au Burkina Faso, en Ouaïgouya, 2 élèves reconnus coupables d'avoir échangé leurs copies lors de l'épreuve de sciences de la vie et de la terre lors du bac de 2025 ont écopé chacun 80 heures de travaux d'intérêt général en juillet 2025. J'ai bien aimé cette sanction. Donc, ils ont échangé leur épreuve. Oui, on les a laissés continuer l'examen. Et puis après 80 heures, et puis vous allez travailler, travaux d'intérêt commun. Moi, j'adore ces peines-là. Que d'aller mettre des gens logés quelque part et on les nourrit. Les travaux d'intérêt général, là, c'est super bien. Ah, c'est bien. Et ils ont fait leurs travaux en juillet dernier. Juillet 2025. Super. Oui. Allez. Encore plus loin, en France, on a une mère qui a passé le bac à la place de sa fille en 2013. Toute la famille. C'est une famille de tricheurs. Attends, une quoi? Une mère. Oui, elle a fait quoi? La mère de famille, elle allait passer le bac à la place de sa fille en 2013. C'est juste que c'est peut-être qu'une jeune mère. Elle est jeune. Elle est jeune et puis... Bon, les vieux marquent là, nous. Non, c'est-à-dire c'est une famille de tricheurs. C'est pour dire qu'elle cautionne ça. Non, c'est pas qu'elle cautionne. Peut-être que c'est elle qui a sorti l'idée même. Peut-être que l'enfant n'a même pas eu l'idée de tricher. Vous voyez l'éducation que certains parents donnent quand on dit que il faut être les uns des parents, les parents exemple. Elle est allée. C'est pas comme si l'enfant avait fait ça avec quelqu'un et on est venu signaler à la maman. Elle-même. C'est la maman même. C'est la maman même. En tout cas, moi, je vais dire aux téléspectateurs, s'il vous plaît, il y a une dame sur ce plateau, elle donne la monnaie en même temps. Ça ne ferme pas les yeux sur les choses. Quand c'est mauvais, c'est que c'est mauvais. Je ne la connais même pas. Ouais, je me suis demandé, est-ce que c'est l'amour? C'est l'amour de la maman? C'est pas l'amour. C'est pas l'amour. La bonne maman, c'est celle qui châtie. Bien même. Vous avez vu? Vous écoutez? Lionel va tenter un piège. Lionel, be careful. Non, quand le truc n'est pas bien, il faut le dire clairement. Non, mais moi, j'ai un papy de quartier personne qui a dit, si tu évites à ton enfant de pleurer quand il est enfant, c'est toi qui pleureras pour lui quand il deviendra adulte. Quand il faut pleurer, l'enfant va pleurer. Quand l'enfant, il fait quelque chose et qu'il doit assumer les conséquences, ben, on peut lui pardonner, mais on l'accompagne, mais il assume les conséquences de ce qu'il a fait. Mais tu empêches, tu évites à ton enfant de pleurer. On ne dit pas qu'on crée des dommages aux enfants, qu'on leur crée des larmes, qu'on leur crée de l'amertume, non. Mais, non, ça c'est extrêmement grave. Hein. Oui. La maman, elle doit, je pense, elle va faire une peine de prison, elle sera condamnée parce que... Oui, c'est une adulte. Oui, c'est usurpation d'identité et tout ça. Oui, ça doit être pénal. Hein. L'enfant sera empêché de passer le bac après, je ne sais pas combien d'années, mais je suis sûre que la maman, elle sera punie.
Voilà. Et puis, on termine à Marseille où un candidat s'est fait tatouer les cours sur ses bras. Le velbouillalo. Niveau. Matière qu'elle veut cours. Parce que, non, c'est sûr que peut-être que c'est le cours de la matière de base. Il s'est fait tatouer le cours sur le bras. Il n'a pas eu mal. Non, pas qu'il n'a pas eu mal. Après, toute ta vie, tu vas gardes avoir le cours sur toi. Pour peut-être 5 points. Hein? Oui. Non, peut-être ils ont... Il y a des solutions qui Tatouage ne durent pas. Voilà, peut-être c'est tout ça. C'est ça. Mais le correcteur aussi, tu as sorti le bras de quelqu'un. Sûrement, il est en train de faire comme ça. Peut-être que le gars a mis pullover ou bien manche pour cacher, pour rentrer en salle. Je pense que c'est aussi ceux-là même qui suivent tout ce film-là, le film de la tricherie. Il y a des films de tricherie. Du Cobu et compagnie. Non. C'est le roi même du Cobu. C'est le roi même Il est prêt à créer des gadgets pour tricher, mais il ne veut pas apprendre. Il passe du temps à fabriquer gadgets. C'est ce que j'allais dire. Je comprends pas. L'investissement pour toucher, pour arriver à toucher là, ça prend un temps fou. Il vaut mieux apprendre. Et puis le truc aussi est que si tu n'apprends pas, si tu ne maîtrises pas tes cours, ton cahier, tu as beau avoir le manuel avec toi en classe, quand on pose la question, tu ne sais pas peut-être dans quel chapitre il faut aller chercher. Et des fois, quand tu as l'information, il faut savoir l'intégrer dans le travail que tu fais. C'est justement parce qu'ils ne maîtrisent pas le document et tout que quand tu es en train de fouiller, bon... Tu fouilles de manière sauvage et on t'attrape. Parce que tu ne sais pas, c'est pas quand tu maîtrises ton cours, un peu, des fois, c'est un petit truc que tu as oublié. Même quand tu fais les révisions, c'est comme ça. Quand tu maîtrises le truc, tu sais que quand tu prends ton cahier, c'est par ici que tu dois aller chercher. Tu ne vas pas fouiller tout le cahier parce qu'on y a cours, on y a cahier. Des gens qui sont pas compagnons, c'est ça. Les gens qui ne sont pas compagnons avec le cahier, c'est même pas c'est où le cahier de physique, c'est où le cahier de sciences nat. Il y a d'autres même qui ont un seul cahier pour plusieurs matières. Yes. Quelle petite matière. Ah, comme ça, pour tricher, il sait qu'il prend son cahier, il y a tout dedans. Du coup, c'est la tricherie maintenant. Il faut planifier. Il faut planifier la tricherie à la rentrée. Tu planifies que j'irai en salle d'examen avec de la tricherie, avec un cahier. C'est toute une logistique. À mettre en place. C'est toute une logistique à mettre en place, oui. Non, mais c'est malheureux pour ces élèves. Et je pense qu'il faut qu'on communique beaucoup autour de ces sanctions-là pour que les enfants ils sachent que, au-delà du fait qu'on leur dise que la tricherie est punie, qu'ils sachent que c'est appliqué effectivement, qu'il y a des gens qui en sont victimes pour qu'eux, ils sachent se prendre. Quoi. Déjà, dès la rentrée, qu'ils sachent que tricherie est le possible. Ouais. La réussite au bout de l'année se prépare dès le premier jour de classe, on le dit souvent. Donc, c'est bientôt la rentrée et mettez tout en place déjà pour ne pas tomber dans ces cercles vicieux-là. C'est malheureux. Il y a des gens qui vont te dire qu'on a traité les preuves, ils ont vu tôt, etc. Peut-être que toi, tu n'es pas souvent mêlé à ça. C'est le jour où j'aurais triché, le jour où on l'a linké. Tellement ma tête, loterie, il y a des choses dans lesquelles, moi, ça ne marche pas. Loterie, quand je ne peux pas jouer, c'est-à-dire pour les fois que je ne vais pas gagner, je sais que les jeux de hasard... Les trucs pas clairs et moi, ça ne marche pas. Il n'y a même pas triché. Le jour où je vais vouloir tricher, on l'a lime. Et il y a un gars des trucs de trading là. Il y a un gars qui me dit, oh, comment il appelait son truc là, je ne sais plus. Il y a 5 ou 6 ans. Oh, il faut mettre, quoi, il faut... Le gars me fatiguait pour avoir la paix. Je donne l'argent, c'est pour acheter ma paix. Mais je lui ai dit, si moi je mets l'argent dans votre truc là, ça va foirer. Il dit non, grâce à j'ai mis l'argent dans sa foirer. Je savais que ça allait foirer. Alors qu'il disait que lui, il prenait l'argent depuis que c'est avec ça qu'il paie le loyer. Je lui ai dit, si je mets mon argent dedans, ça va foirer. Je connais ma tête. Il ne m'a pas cru. Ça foire. Donc moi, quand je vais vouloir tricher là, le jour, on l'a linké. Déjà la peur. Déjà tu n'as pas pour. J'étais en 4e et j'avais ma voisine de banc. Elle se connaît, elle sait que je ne mens pas. Ouais. Des tricheries. Elle dit avec les cahiers dans la jupe. Donc quand elle est là-bas, avec son cahier dans la jupe, elle copie là. Moi, je suis paralysée. Je dis que, non, si on l'attrape, on pensera que... Vous êtes ensemble. Elle me traumatisait. Je suis obligée de...
Et maintenant, pour les épreuves anglais et d'autres, là, oh, elle veut que je lui passe ma copie, je refuse. Oh, bien, pas la boîte, on va pas dans la feuille. Elle tire ça. Quand elle tire ma feuille, quelle copie là? Moi où je suis là. Je suis décédée. Je suis décédée depuis longtemps. Je suis décédée. Mais c'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que tu crées des problèmes à l'autre. Mais bien sûr, il y a des professeurs qui sont tellement concentrés qu'ils voient la copie. Même s'il avait corrigé la copie depuis hier, aujourd'hui, il va savoir. Il connaît les phrases. Il a retrouvé la même phrase là-bas. Déjà vu des phrases comme ça. Oui, et puis surtout, après ça, c'est découvrir qu'on est dans le même banc. Dans le même banc, on dit ah, association de malfaiteurs. Donc, c'est. Non, non, les jeunes, attention, faisons gaffe. Revenons aux valeurs. Il ne faut pas que le vice prenne la place de la vertu. Il faut qu'on soit vertueux, il faut que l'on mérite ce qu'on a. Et puis voilà, et puis voilà. Et toutes ces vertus, toutes ces leçons de vie, on les retrouve dans ce document. Quand vous lisez les histoires, c'est celui qui travaille le plus qui est récompensé. Oui. Le paresseux n'est pas souvent récompensé. La perfidie n'est pas récompensée. C'est l'honnêteté qui est promue, etc. Toutes ces valeurs sont dans ce livre que vous pourrez acheter à vos enfants. Vous pourrez le leur lire. Vous pourrez le lire ensemble. C'est disponible dans toutes les librairies? Dans toutes les librairies, non. C'était normalement le travail de l'éditeur. Mais bon. Maintenant, on a dans quelle librairie? Il y a une librairie au niveau de choses là. Je ne connais pas. La librairie par terre. Là, en tout cas, il y a des librairies sur la place de normalement. Tout ça. Il y a la librairie du futur, par exemple. Oui. Au niveau de Carrefour Bojona, tout ça. Ok, dans la zone, on trouve là-bas. On vous retrouve, vous, sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur TikTok. C'est quoi votre compte? C'est Arcon. A-R-K-O-N. Arcon. Oui, je tentais de faire, mais ça n'a pas réussi. Vous allez sur TikTok, Arcon, A-R-K-O-N. A-R-K-O-N. Et puis vous le trouvez, vous vous abonnez à son compte. Oui. On peut laisser un numéro de téléphone, je ne sais pas, pour ceux qui veulent le vivre rapidement. Le 90 60 69 60. 90 60 69 60. Si vous voulez avoir ce document, 90 60 69 60. Et par Gozem. Monsieur a dit que par Gozem, voilà. Oui, par Gozem également, vous pouvez acheter le livre là. Voilà, super. Il faut l'avoir, ce livre-là, et puis pour perpétuer la transmission de l'héritage culturel. Il y a une version test des contes animés. Un début, oui. C'est où? Sur le compte TikTok, je dis. Sur TikTok? Oui, oui. Allez, tout le monde sur le compte Arcon. Les amis, merci d'avoir été là. Merci à vous. On s'est dit une belle journée. Oui. Et puis on se dit demain. Demain, on parle d'interruption volontaire de grossesse et de toute la législation qui l'accompagne au Togo. Ce sera très instructif pour tous. merci de nous retrouver demain à partir de 8 h. Passez une très belle journée. Au revoir. À demain.